Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Santé du Réel, j'espère que vous allez bien en ce jour de Noël. Alors, pas tout à fait, puisque, comme vous l'avez compris, cette émission sort exceptionnellement ce vendredi 22 pour permettre aux personnes qui ne seraient pas présentes devant l'écran, en tout cas qui seraient en plein préparatif ou éventuellement en plein réveillon. Et donc, je vous le souhaite, le bon réveillon, bien sûr, de Noël. Et si vous ne le fêtez pas, c'est la même chose. Joyeux Noël à tous, de toute façon. C'est une énergie comme une autre. Et donc aujourd'hui, nous allons accueillir, j'ai bien l'honneur d'accueillir Mike Aldebaran, j'espère que je le dis bien, et donc qui va nous présenter aujourd'hui, eh bien, ma foi, une petite conférence sympathique pour ces fêtes de fin d'année sur les ovnis d'avant Roswell, on pourrait dire ça comme ça, un petit peu partout en France, en Europe, et vous verrez, donc ça va être vachement intéressant parce que ce sont des documents qu'on a sensiblement jamais vus, ou en tout cas qui sont quand même relativement rares, en tout cas des cas effectivement dont on ne parle pas assez, ou voilà. Donc en tout cas aujourd'hui, donc Mike Aldebaran est avec nous. Comment vas-tu, Mike? Eh bien, bonsoir Alexis, bonsoir à tous. Sur les sentiers du réel, je vais très bien. Voilà, en ces fêtes de fin d'année. Merci pour ta proposition d'émission en tout cas, et ta Avec venue sur plaisir. les Sentiers du Réel, ça me fait vraiment plaisir. Donc effectivement. On le disait en off, donc tu es également, bon, on pourrait presque dire un collègue parce que tu fais également des interviews sur Mhm. ta chaîne. On mettra tout ça en lien, bien entendu, comme d'habitude. Donc tu as notamment quand même interviewé pas mal d'acteurs dans le monde de Rennes-le-Château. Oui, Donc tu travailles aussi également pour la Gazette de Rennes-le-Château. Et là, pour le coup, on fait un exact. petit coucou à Chris que j'ai reçu donc récemment. Et, Et euh, à Johan, ouais, et à Johan, aussi. bien entendu, mon Dieu, Et Chris aussi, bien sûr. un Belge Voilà. de chez moi, Ouais. mais de chez vous, du coup. Et donc, effectivement, voilà, tu as fait plusieurs interviews. Et Mike, pour te présenter, alors tu es fils de druide. Est-ce que tu veux un petit Oui, peu nous en parler? Et alors oui, dit comme ça a disons que l'air un petit peu. mon père est passé par plusieurs traditions, c'est Druide Guiranos, il est passé par plusieurs traditions ésotériques, hein, aussi bien initiatiques que le druidisme, mais aussi d'autres choses, hein. Donc, il est passionné par pas mal de choses. Donc, j'ai fait des interviews avec lui. Il a notamment travaillé avec Jacques Breyer à l'époque et pour Terra Omega. Et donc, il est spécialiste de pas mal de choses au niveau ésotérique. Voilà. Voilà, et pas zététique, hein, si vous, pour les personnes qui ont mal Oui, compris. salutations au SETI. Et alors, t'as ton grand-père aussi qui est donc Guithieu, qui lui donc a Voilà. travaillé avec, enfin qui a importé, on peut presque dire, les ondes Lakoski, entre autres, en Voilà, France, c'est c'est ça. Donc, ça? qui est donc le père de Gyarados. Donc, Guithieu, mon grand-père, a travaillé sur tout ce qui est les ondes Lakovsky, les oscillateurs Holom. Voilà, il y a quelques livres que je peux présenter rapidement. Radiesthésie thérapeutique, où il a travaillé avec Enel en 1963. Voilà, donc là, c'est les circuits Lakowski. On voit ici, il y a aussi le monde astral et l'occultisme. Là, il a fait une préface aussi pour François Trojani, voilà, donc qui est décédé il n'y a pas très longtemps, cet été. Et puis aussi ce livre-là. Voilà, on peut trouver ici Ibacom. Voilà, Ok, alors oui, il a travaillé avec donc, beaucoup d'ésotéristes des années 60, aussi bien Jacques Breyer, justement, donc toute un peu en 1960, donc avec Jacques Breyer, avec d'autres ésotéristes de l'époque, hein, notamment ce qu'on appelait les FARC, Roger Caro, Gérard Couette, Montfort sur Argent. Enfin, il y a pas mal d'acteurs qu'il a connus. C'était un des derniers, on va dire, Mohican, de toute cette époque ésotérique des années 60, où maintenant, ben, il ne reste plus que Guittarade et très peu de gens de l'époque, hein. Il a connu donc, bien sûr Powell, Berger, toute cette époque-là. Voilà. Donc, voilà, c'est un des derniers témoins, on va dire, d'une époque qui n'existe plus. non, ça c'est certain, ça c'est Voilà, qu'on certain. retrouve dans certains livres, mais qui n'existe plus Non, 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 actuellement. non, Voilà, non. Plus voilà. avec, en tout cas, plus avec la même mentalité. Voilà, c'est tout à fait différent. Et comme il est géophysicien, il a travaillé pour la géophysique. Donc, dans Mhm. les années 50, il a eu accès aussi à des dossiers militaires liés au phénomène OVNI et tout Ah, cela aussi, puisqu'il a travaillé aussi un peu sur ces sujets. Voilà. est-ce que on pourrait dire grâce à eux, donc à ton papa, à ton grand-père, Ah que oui, tu es oui. rentré là-dedans, les pieds Ah joints, oui, ouais? oui, c'est grâce à eux, parce que moi, dès l'âge de 15 ans, je me suis passionné pour
pour l'ésotérisme, l'ufologie. Mhm. Donc, je suis devenu passionné de tout ça très très jeune en fait, hein. Les sujets dont on va parler, à 16 ans, j'étais déjà passionné de ça, quoi. Magnifique, magnifique, Voilà. magnifique. Donc, on Euh, a compris, donc ben, on peut le dire, hein, j'ai été quasiment dans le chaudron un peu. un expert. Ah bah oui, oui, carrément. Et en plus, voilà, donc on a encore beaucoup de Et, choses à apprendre. On est et on encore peut plus ou retrouver moins jeunes tous les deux. Comment? oui, on peut retrouver des interviews de Guithieu, de mon père de Garneau sur justement la Gazette de Rennes-la-Château, Oui, la chaîne, et puis la mienne aussi. Voilà. oui, je Il y mettrai aura tout les ça en liens en lien. description. Oui, je mettrai Il y a tout les ça en liens. lien. Ça vaut Voilà. vraiment la peine. Je conseille aux auditeurs d'aller voir. Et puis Eh j'ai bien, l'occasion donc d'interviewer Jean-Luc Chomet, Jean-Patrick Portal, oui, Christian oui, Doumergue, voilà. et bien d'autres spécialistes de Alexandre Rouget, qu'on a Rennes-la-Château. reçu aussi également, voilà. Oui, Et Dugès, voilà, et plein d'autres. voilà, c'est ça. Alors Voilà. effectivement, moi je t'avais demandé si tu voulais éventuellement parler de Rennes-le-Château et tu m'as dit, ben aujourd'hui j'ai plutôt envie de te présenter les ovnis. Oui, Et effectivement, je ne savais pas que c'était une de tes branches. Et ça oui, tombe très bien puisque c'est un sujet que j'adore et les auditeurs aussi d'ailleurs. Donc en tout cas, voilà, aujourd'hui tu vas nous présenter donc sous forme ouais, de petite conférence avec des images, hein, avec des illustrations. Mon Dieu, c'est c'est ça. très important. Euh, C'est donc très chronologique, très chronologique, oui. on va dire. Bah, il vaut mieux, sinon on va pas s'y retrouver. Alors c'est vrai que voilà. Donc il y a pas mal de matière à vous présenter, chers auditeurs. Vous allez apprécier, je pense, cette conférence, voilà, ce sujet qui de toute façon nous passionne et quelque part, eh bien, c'est des petites piqûres de rappel, si j'ose dire, en ces périodes un peu troublantes. Euh, donc on va pouvoir effectivement un petit peu se remémorer et pourquoi pas vous faire découvrir des affaires que je ne connais pas d'ailleurs moi-même, hein. Donc voilà, entre autres, hein, il y en a certaines qui sont très connues, puis d'autres vraiment pas connues du tout. Et vous Eh allez oui. voir, c'est vraiment passionnant. Donc voilà, Mike, tu vas nous présenter donc les dirigeables fantômes. Donc des dirigeables, bah, tout le monde connaît plus ou moins ce à quoi ça ressemble, bien qu'on n'en voit plus trop dans le ciel, hein, de nos jours. Oui. À moins que ce n'était le Père Noël qui distribuait les cadeaux, comme je disais. Ça tomberait bien éventuellement pour ce soir. Mais donc effectivement, tu vas nous présenter donc ces fameux dirigeables fantômes qui Oui. semblent être apparemment classés comme des ovnis aussi, on peut le dire, hein. Ce sont les pré-ovnis, ouais. En Ouais. fait, la vague des dirigeables de 1897, elle commence un tout petit peu avant, en 1896, en Californie, notamment à Sacramento, Oakland, San Francisco. Il y Ouais. a The San Francisco Call, en fait, qui relate plusieurs cas. Et donc, ça a lieu entre le 6 novembre et le 6 et 30 novembre 1896. Après, elle dérive vers le Midwest. Et donc là, à partir de là, elle se développe dans tout le mois d'avril de 1897, à peu près de avril à mai, on va dire 2 mois, quoi. Mhm. Et là, en fait, le principe, c'est que ce sont des grandes machines volantes, un peu de conception baroque, qui survolent toutes les villes du Midwest. Et elles sont vues par des milliers de personnes. Donc, il y a quelques atterrissages qui sont rapportés. Alors l'équipage, souvent, il prétend être en train d'essayer une machine nouvelle, se plaint d'ennuis mécaniques, demande des fois du sulfate de cuivre ou de l'eau du puits. On est un peu dans ce qu'on va retrouver par la suite dans les années 50, où justement il y a le coup de la panne, où c'est les réparations, ce genre de choses. Euh, et donc ces vaisseaux aiment balayer la nuit de leurs puissants projecteurs des villes et là, bon, à l'époque, c'était pas possible puisque souvent, mais déjà, des fois, ils allaient à contre-courant du vent, Mhm. donc ce qui pouvait pas se faire à l'époque. On est dans l'ère tout à fait du début 1897 des premiers dirigeables, ou des Zeppelins. Et il faut savoir qu'il y a Robert le Conquérant, Jules Verne, ici, là, qui a écrit donc Robert le Conquérant en 1886. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est est-ce que le phénomène s'est calqué sur un phénomène justement mythique ou mythologique ou historique d'un livre, et donc c'est calqué par rapport à cela, ou alors Jules Verne était visionnaire et il a vu cette fameuse vague 10 ans avant que ça arrive. Ça, c'est dans les deux cas, il y a une question. Donc là aussi, au niveau des lumières, c'était pas possible puisque là c'était très très lourd. Donc c'était pas possible à l'époque qu'il y ait des lumières comme ça, des projecteurs qui balayent les villes en fait. Voilà. Donc
attaquer sur quelques cas, si tu veux, Ouais. et quelques images en fait. Donc, Donc ça, c'était euh, effectivement le début des dirigeables, hein, comme tu le disais. oui, voilà, voilà, voilà. Alors ici, Donc, par contre, là, ça c'est... oui, ça c'est plus tard. On en reparlera après. Ah, alors attends, donc Ça moi je c'est prends un la autre cas. suivante au fur et à mesure, d'accord. Oui, oui, oui. Alors là, il s'agit des articles en fait de la Gazette San Francisco Call, pas la Gazette de Rennes-le-Château, hein, mais Mhm. la Gazette de San Francisco. Donc là, on est voilà la période de 1896 qui relate tous les cas de la Bay Area, ce qu'on appelle la baie. C'est tous les cas ont eu lieu en fait dès l'été 1896. Donc voilà, on va pouvoir voir quelques images des cas. Alors, j'avance. Oui, oui, je peux avancer. Alors là, c'est un cas, c'est James Houghton. Alors voilà, j'ai le Flying Saucer Review de 1966, Waouh! ici, original, Oui. donc qui est la revue anglaise qui est connue, qui relate justement ce cas, voilà, qu'on trouve en grand ici, qui relate ce cas donc de James Houghton. Alors, je peux en parler ici de ce cas. En fait, voilà, donc ça se passe. Alors, le 4 mai, l'Arkansas Gazette, en fait, relate justement le cas de James Houghton. Donc, c'est un conducteur bien connu des chemins de fer, de la montagne de fer, Iron Mountain. Il dit qu'il est descendu donc à Texarkana pour amener un train spécial. Et il savait qu'il avait 8 ou 10 heures devant lui pour aller. Il avait un peu de temps devant lui. Mhm. Donc, il va aller chasser dans l'Arkansas. Et là, il se trouve à peu près à 15 heures. Et il chasse donc jusqu'à 18 heures. Et là, en revenant à la gare, il voit dans une clairière un objet qui faisait un certain bruit. Et surtout, de suite, il se dit, c'est le bateau aérien, parce qu'à l'époque, on parlait du bateau aérien, puisque les journaux en parlaient beaucoup. Donc là, de suite, il se dit, ah, c'est le bateau aérien. Et là, donc, il voit un homme de taille moyenne qui a des verres fumés. Alors, ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est que les pilotes, on va dire, ressemblent à des farmers en mimétisme, en miroir des témoins. Il n'y a pas encore de petits gris là. Il n'y a pas encore de grands blonds. Mais là, ils ressemblent plus donc là, en mimétisme avec le témoin. Donc il s'approche et il dit bonjour monsieur, bonjour. Et il demande c'est ça le bateau aérien? Et on lui dit yes sir, oui monsieur. Et là-dessus, il y a quatre hommes en fait qui sortent de la quille du bateau. Là, on est vraiment dans le coup un peu de la panne ou du côté de la mise en scène du scénario. Mhm. Et en examinant de plus près, en fait, il voit que la quille, elle est divisée en deux parties, qui se terminent en l'avant d'une pointe, comme la pointe d'un couteau. Et les flancs, ils grossissent jusqu'au centre, puis diminuent. Et il y a trois grandes roues qu'on peut voir ici, de chaque côté, faites d'un métal recourbé, et qui, en avançant, elles deviennent concaves. Alors, justement, il demande de suite, mais excusez-moi, le bruit ressemble beaucoup à celui d'un frein Westinghouse. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, le bruit qu'il entend est le bruit exactement de la machine sur laquelle il travaille. Donc là, on est en mimétisme encore social du témoin avec son travail, ce qui arrive souvent dans les cas qu'on retrouvera par la suite dans les années 50. Donc là, il dit oui, peut-être bien, mon ami, mais nous nous servons d'air comprimé, d'air aéroplane, mais vous en saurez davantage plus tard. Et là, d'un coup, il y a un des personnes de l'équipage qui dit tout est prêt, et il disparaît dans le vent de l'engin, et le tube, en fait, commence de 2 pouces, commence à cracher de l'air, et ça commence à tourner, et, euh, et d'un coup, en un moins de temps, tu peux en dire, le bateau fut perdu de vue. Et donc, il s'échappe comme ça. Voilà, ça, c'est un des cas typiques de 1897, celui-là, voilà, qui relate un peu, on est là, mais il ne précise pas du tout dans ces cadres rapprochés, on vient de Mars ou on vient de Vénus, puisque ça, c'est le genre de choses qu'ils diront après, au fur et à mesure des années,
où on voit qu'on peut aller sur Mars, on peut aller sur Vénus, on peut aller, eh bien, là, après, ils diront qu'on va Zeta Reticuli, ou après, ils diront Mm. Sirius, ou ils diront d'autres Mm. choses. Là, pour l'instant, ils font semblant d'être des ingénieurs, on va dire. Un bateau aérien. C'est pour ça qu'on appelle ça un bateau aérien. Voilà. Ce qui est assez marrant, c'est que finalement, ils sont partis quand on dirait qu'ils voyaient à qui ils avaient affaire, c'est-à-dire à quelqu'un qui se pose quand même des questions, quoi. C'est pas juste un témoin lambda comme ça qui, tu vois, il posait peut-être des questions déjà un petit peu plus pointues peut-être pour eux, un peu trop, et on dirait qu'ils sont partis finalement en filature, quoi, pour ne pas devoir répondre finalement. Souvent, il y a ce genre de cas, ouais, il y a plusieurs cas comme ça, justement, où ils abordent les témoins, mais ils demandent justement aussi, parce qu'il y a un autre cas dont je vais parler, Oui, où justement ils demandent, ils ont des ennuis mécaniques, hein. ouais, c'est ça. C'est assez drôle, quoi. Bon, on trouve peu d'ennuis en panne, en fait, hein. Alors, Là, alors Mike, il y a un truc très important, c'est que là tout à l'heure, on va parler des rencontres rapprochées aussi, hein. oui. Ça va être super aussi intéressant. Et qu'est-ce que tu appelles par mimétisme, pour juste un petit peu pour éclaircir pour les auditeurs? Alors là, justement, ben, ce sont les théories. Enfin, moi, je suis tout à fait prenante de cette idée-là, Oui, de Jacques Vallée et Eric Zurcher, c'est que il y a un mimétisme social oui, par rapport justement au métier du témoin, c'est ça. par rapport à la mythologie locale, Voilà, par rapport au contexte culturel du témoin, psychologique et socio-psychologique. Et donc c'est pour ça on rejoint Jung en fait dans ce côté qui Jung avait écrit d'ailleurs sur les ovnis, justement un mythe moderne. mhm, Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Mais au fur et à mesure des cas, on va se rendre compte du mimétisme. Là, il y a un d'accord. mimétisme par rapport, par exemple, à des anciens cas liés aux fées, aux lutins, Oui, où justement il y avait un échange. Ils demandaient de l'eau du puits en échange de petits gâteaux, par exemple. On retrouve ça dans d'autres cas c'est beaucoup ça. plus récents, dans les années 60, dont j'en parlerai après, avec Joe Simonton, par exemple. Voilà. En tout cas, ici, on Ouais. voit sur cette illustration, ici, Ouais. un tout petit bonhomme, donc la taille d'un humain, si je ne m'abuse. Oui, Et donc, on oui, s'imagine, on se rend compte du de la gigantisme. taille, ouais. Ouais, Ouais, ouais. c'est incroyable, quoi. Donc ça, c'était un super cas. Merci, Mike, pour cette Ouais. explication très claire. Un engin, d'ailleurs, qui ne volerait, d'ailleurs, à mon avis, pas très très haut. Donc déjà, il y a En aussi... fait, voilà, déjà, il y a tout Ouais, un contexte aussi où, en fait, il y a un merveilleux technologique qu'on ouais, c'est retrouve ça. après dans les années 50 avec des gros boutons, avec Hmm, qu'on retrouve plus après dans les années c'est ça. 60-70, où le phénomène devient évanescent, et Voilà. maintenant on ne voit plus rien, on voit que des baies vitrées, c'est Voilà. totalement, on est dans la dématérialisation maintenant de Limite tout, organique, quoi. Voilà, c'est ça. donc le phénomène ovni aussi devient mimétique par rapport à ce qu'on appelle le Zeitgeist, l'esprit du temps, normalement. Bravo. Ouais, mais c'est intéressant. On est Donc, dans l'esprit du temps. c'est intéressant parce qu'on pourrait élaborer d'autres théories là-dessus. Ah oui, oui. Peut-être on y reviendra peut-être à la toute fin, en conclusion. Alors ici, Oui, oui. Mike, peut-être est-ce que tu veux nous parler de ce Alors là, cas-là? c'est des illustrations aussi des dirigeables de 1897. Ce qui était intéressant, ce qui était assez drôle, c'est qu'elles avaient ces dirigeables souvent avaient Oui. des ailes battantes, donc totalement anachronique, hein, Ouais, ici, ouais. Ouais, c'est c'est ça. assez drôle, hein, quand même. On dirait que Donc, c'était fait par une intelligence artificielle, dis donc. C'est un peu... ah oui, 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 oui. C'est les prémices de l'IA. C'est Ouais. les prémices. Alors justement, il y a un cas intéressant, drôle, le 13 avril 1997. Il y a un bateau aérien qui est vu par la population tout entière, et donc ça, c'est à Fontanelle, dans l'Iowa. Ouais. Il dépasse, il est au-dessus des arbres, il se déplace très lentement, et puis on pouvait voir distinctement la machine longue d'environ 60 pieds, alors ils parlaient de pieds à l'époque, hein, jusqu'à, ils entendaient la vibration des ailes. Il était muni des habituelles lumières de couleurs, parce qu'il y a plusieurs Mhm. couleurs aussi, ce qu'on retrouve aussi dans les cas d'ovnis, c'est des couleurs qu'on ne peut pas décrire de façon terrestre, elles ont des couleurs autres. Alors ça, c'est intéressant. Et donc, ils entendaient le bruit de la machine, et comme des airs d'orchestre. Ils ont appelé l'équipage, qu'ils pouvaient peut-être voir, ils ont appelé pour le saluer, mais après, il prit les directions nord et puis il disparut. Donc, ouais, il y a beaucoup de cas comme ça où il rejoue aussi les choses du moment, l'esprit du temps, on va dire, Tu veux dire avec tu veux dire des qu'il y arts a une... d'orchestre.
tu veux dire Oui. qu'il y a une course-poursuite ici, là, ce qu'on voit là, c'est donc à droite, je suppose que c'est l'engin dit OVNI, et à gauche, ce serait Non, non, là, Ah, oui, il y a ok, ok. Rien à voir. des. Non, non, c'est juste des représentations là D'accord. des dirigeables qui ont pu être Qui ont pu être vus en fait. observés, d'accord, ok. Voilà, qui ont pu être observés. Ok, magnifique, Mike. Ouais. Alors, si tu veux, on peut passer à Oui, un on peut passer autre. à d'autres images. Alors là, naturellement, Oui, c'est. alors là, c'est un des cas, enfin, c'est un des livres en fait représentatifs. Parce qu'il y a pas en France, il y a quasiment personne n'a écrit sur ces cas, à part Jean Non. Sidor en 1987, Ah, Jean Sider, ouais. qui justement évoque cette vague-là. Mais il est complètement introuvable maintenant. Ouais. Donc il y a quelques livres hein, intéressants. Donc il y a celui-là. Celui-là, lui, il est d'Annelec, alors parce qu'il y a les pour et les contre. Hein. Il y a des hypothèses, on va dire rationalistes. Lui est plus pour une hypothèse rationaliste, on va dire que les dirigeables seraient humains. Voilà Militaire, quoi. Limite militaire. serait Ouais. militaire. Ouais. Il faut savoir que, bon, on en parlera après, Oui. dans les années 1850, à Sonora, se sont installés des ingénieurs allemands et on dit, certaines légendes diraient qu'ils auraient préfiguré les Zeppelins. Donc, dès les années 1850, ils étaient présents sur le sol américain à Sonora. Ça, il y a un autre livre après, on D'accord, parlera. ok. Euh, C'est intéressant quand même d'avoir des références littéraires, en tout cas, pour. oui, voilà. Il n'y a pas beaucoup de livres Non. hein, aux États-Unis. Moi, j'ai réussi à en choper quelques-uns, notamment celui-ci voilà, du Texas Mystery. Ah Et ouais. je l'ai eu au Texas. Hein, Ah ouais, ouais, donc ouais, je l'ai eu ouais. de loin. Il vient de loin, quoi. Et il Donc, y a comme. celui-ci aussi qui est rare, où c'est justement Solving Michael Busby, Ouais. ici. Voilà, donc ça, ce sont des livres introuvables en France, hein, mais donc qu'on peut trouver uniquement aux États-Unis. Ok, magnifique. Merci, Mike. Voilà. Alors, c'est important de le dire, bien sûr. Alors, ici, peut-être, c'est Alors une voilà, c'est la carte. représentation, c'est la carte de tous les cas du Midwest, justement, Ok. de Il 1897. Là, on peut voir y en a beaucoup. justement, en agrandissant un peu, il y a, bah, oui, parce que ça se chiffre quand même, il y a presque au moins plus de 1000 cas Missouri. hein, quand même, hein, Ah ouais, à quand peu même. près. Ah oui, oui, C'est c'est incroyable. assez intéressant, assez impressionnant. C'est incroyable. Ouais. Sur 2 mois uniquement en plus. Hein. Sur 2 mois, d'accord. Ah ouais. Et après, comme les vagues 1954 qui durent 2 mois, septembre-octobre 54 en France, Ouais. ou la vague de 1980, la vague du 5 novembre 1990 en Belgique, pareil, elle dure sur un temps donné. Oui, oui, c'est vrai. La vague de 1946, la vague des faux avions norvégiens en 1930. Voilà, il y a souvent des vagues C'est et vrai. après ça disparaît. Ça C'est disparaît. ça. Et souvent, elle s'adapte souvent à. Il y a la vague des 1946, des fusées de Suède. Elle est sur pareil 2 mois et il ressemble à des V2. Donc on a la peur du moment. La peur du moment des V2, on est à la fin de la guerre. Ah J'en oui. parlerai. Oui, oui, bien sûr. Alors donc, on va passer ici. Alors donc là, on voit son. Pareil, c'est une des représentations aussi des dirigeables qu'on pouvait voir à l'époque, en fait. Oui, donc ça, c'est un Des officiel. dirigeables fantômes, hein, j'entends. Ça, c'est un officiel. Ah, déjà fantôme, ceci. Ok. Ah oui, oui, c'est les dirigeables fantômes. C'est les airships, on appelle Ok. ça l'airship. Ouais. Ouais. Bon, c'est vrai que vu la gueule quand même du bousin, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est quand même très très humain finalement. C'est assez Oui, maladroit. Hein, c'est et même les roues, tout ça, on retrouve souvent. bah, On va c'est le voir plus pas. tard. Les roues, ils changent des roues, ils font semblant de changer des roues. Il y a des scénarios de panne qu'on C'est retrouve dans les fou. années 50. Et puis là, on voit des petits trous. D'accord. Ils pourraient très bien passer pour des ingénieurs, Ouais. des ingénieurs. Donc, Voilà. il se joue de nous quand même. Hein. Ah, complètement. Alors là, ici, par contre, voilà, quel Là, oui, c'est engin. un des dirigeables aussi. Là, c'est une illustration d'Éric Zourcher qui a illustré justement Oui, la vague de 1897. Donc là, c'est une représentation d'un des cas de ce qu'on pouvait voir à l'époque. Voilà. ça c'est fameux par contre. Hein. Ça, Ouais. c'est presque un Titanic C'est ça. dans le C'est ciel, ça. C'est quoi. pour ça que je pensais tout à l'heure au cas de Fontanelle avec les airs d'orchestre. Oui, Voilà, on est un peu dans Titanic, hein, dans le prix de voilà. Titanic. Comme s'il nous jouait une mélodie Voilà, dans les cieux. Alors c'est ici, ça. alors ici encore une Alors, couverture. oui. Alors, c'est une. Parce qu'à l'époque, tellement ça avait fait le grand bruit dans tous les journaux, qu'il y a comme des comédies musicales. Donc là, c'est carrément des farces, on va dire, des comédies musicales, en fait,
avec la représentation des dirigeables. Alors, ce qui est très drôle, c'est que d'autres journaux aussi ont représenté la crise financière avec un dirigeable ou des dirigeables qui représentaient en Arkansas le blé Ouais. avec un grand épi de blé. Donc, ça faisait quand même la une des journaux là-bas aux États-Unis. Pas en France, mais aux États-Unis, c'était quand Mhm. même très important. Incroyable. Donc ça fait grand bruit, donc ça c'est répercuté dans l'imaginaire. C'est pour ça que Jules Verne, Robert le Conquérant, finalement, Oui. l'impact qu'il a eu sur la population de l'époque a très bien pu influencer le phénomène en se disant, ben, on va leur servir ce qu'ils imaginent. À moins que, comme tu dis, c'est. À moins que Jules Verne ait été prophétique. Comme Oui. le Titan, il y a eu le Titan, le Titanic. Ou alors ils se sont L'auteur du procuré. Titan a vu le Oui. Titanic, ce qui allait se passer. Donc Ou il a alors pas bien. ils se sont procuré le livre de Jules Verne, peut-être aussi. Pour- Oui, oui, oui. Ben, Robert le Conquérant, Voilà. c'était c'était Jules Verne, hein, voilà, ce Mm. livre-là. Mm, mm, mm. Alors ici, donc encore une fois, une Alors là, couverture. voilà. Alors lui, c'est plutôt Daniel Cohen, c'est plutôt un débunker, lui aussi, qui pense Ah! que le phénomène ben, est humain ou terrestre. Donc lui, mais c'est un livre qui a marché quand même aux États-Unis. Alors, ce qui est formidable, c'est quand même que le phénomène OVNI, finalement, est, comme je le disais au début de l'émission, bien antérieur forcément à Roswell. On le Oui. sait, hein, il n'y a pas eu que Roswell, mon Dieu, ce serait un petit peu réducteur. Et on pourrait même encore reculer dans les siècles. Mais soit, ici, donc, on a aussi les premiers débunkers. Donc, finalement, Bah, autant le phénomène existe, autant directement les, les oppositions existent aussi. justement, il y a un cas de crash à Aurora. Alors, c'est Ah pas le oui, projet Aurora dont parle, ou Ajax dont parle Jean-Pierre Petit, mais à Aurora, dans le Texas, il y a eu un crash. Et pareil, on dit que c'est peut-être un fake en 1897. Donc, il y a un cas bon, qui est démenti, peut-être justement par lui. Donc, ça fait partie aussi de cette vague-là qui est parfois débunké à cause de ce crash, ce pseudo-crash d'Aurora. Bon, on ne sait pas vraiment si ça a eu lieu, mais en tout cas, il y en était question. Sinon, c'est le premier crash avant Roswell, bien avant, d'accord, puisqu'on est en ok. 1897. Voilà. D'accord, d'accord. Ouais. Magnifique. Alors ici, par contre, on est Là, de... pareil, c'est Francisco Cole qui décrit, en fait, bah, c'est la une des journaux, voilà, des gentlemen hein, qui voient ces phénomènes-là. Là, c'est donc à l'époque 1896-90, on voit le phénomène au-dessus, là. Mhm. Ils sont Ici. dans le kiosque. Voilà, on peut passer à la Mhm. suivante. Ok, magnifique. Alors encore une fois, Pareil, ce la sont Gazette. des retranscriptions d'époque. Voilà, donc là, c'est Sacramento, Sacktown. Donc là, qui couvre toute la baie, hein, Auckland, Sacktown, Oaktown. Mhm. Donc là, c'est les premiers archives, on va dire. Finalement, contrairement à aujourd'hui, ou en tout cas, enfin quand je dis aujourd'hui, c'était hier aussi, hein, ces dernières années, on va dire ça comme ça, à part la vague justement belge et même, je dirais, du Schnorr en France, puisque on le sait, cet ovni triangulaire est allé aussi dans le nord de la France, Ouais. en 89-90, mais c'est pour dire que finalement, autant maintenant les ovnis sont assez rapides en général. Autant là, on avait vraiment le temps de les observer et qui plus est, c'était vraiment pas du tout discret. On dirait même qu'ils avaient une volonté finalement à se montrer quoi, de manière C'est ce qu'on ostentatoire quoi. appelle il est ostentatoire. Voilà, Et Juvillier, ostentatoire, c'est c'est ça, voilà. ostentatoire. Il Mhm. se montre et il se cache en même temps. Il se Complètement, montre ouais. à une certaine partie de personnes. Il y a des cas, de toute façon, moi je connais des témoins qui ont vu des fois des triangles noirs géants. Je connais quatre cinq personnes qui ont vu ces choses-là. C'était pas possible qu'ils les voient, je veux dire, en physique, puisque là Mhm. c'était immense. Ils peuvent faire un effet dose. Un effet dose, c'est-à-dire qu'en fait, ben, le témoin est plongé dans une bulle et il ne voit que ce que le phénomène veut bien lui montrer. Ah, Voilà. intéressant. D'ailleurs, certains témoins peuvent voir un phénomène ovni triangulaire et puis l'autre va le voir en losange. Ce qui prouve bien que le phénomène nous montre ce qu'il veut bien nous montrer. C'est intéressant ce que tu dis, Mike. Je suis Ouais. vraiment content que tu le dises parce que je l'expliquerai à la fin. Et je l'ai déjà expliqué dans une autre émission, mais on y reviendra tout à la fin, comme ça on Oui, parce continue qu'après, tranquillement. justement une conclusion là-dessus. Voilà. Par rapport au phénomène, justement, c'est l'archétype des idéoformes, justement, qui est polymorphe. Ah ben voilà. C'est, Mani- c'est Proté. Il est protéiforme. C'est C'est ça. Proté, le dieu qui ment aux hommes, en fait. Oui, oui, d'accord, d'accord. Magnifique. Ah, Proté. j'adore. Ben oui, Alors, c'est pour ça qu'il y a une citation de Camus, c'est que
le miroir reflète mais n'enseigne pas. Il Oui, reflète notre image, mais on ne voit pas ce que c'est vraiment, ce miroir. exactement. Voilà, c'est sans, Voilà, donc, ouais, sans identité, sans âme, en fait, quelque part. ouais. Là, Alors, c'est le voilà. livre dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc, il relate toute la vague du Texas, parce qu'il y a eu une grande vague au Texas, donc voilà, en 1897. Voilà, c'est Donc, ça, ça. c'est un livre important à avoir pour avoir une vue d'ensemble Mhm. du phénomène. Donc, ça, celui-là est intéressant. Ah, ça, c'est intéressant, voilà. C'est une réplique. C'est une réplique du dirigeable, mais bien plus tard, puisqu'on est en 1974, à Oui. Sources-sur-Loing, c'est en Seine-et-Marne, et là on voit une sorte de dirigeable zébré. Voilà, c'est en noir et blanc, mais il est jaune en fait, il est On dirait un jaune petit et Nemo, un petit noir. poisson Nemo, là, oui. Mhm. Voilà, voilà. Donc ça c'est assez drôle, hein, puisqu'il y a quand même des répliques qui peuvent avoir lieu 50 ans, 100 ans plus tard. D'ailleurs, c'est marrant, Voilà. là, je viens de faire une aparté comme ça, gratuite, une analogie. C'est le petit poisson Nemo, comme je disais, et le Nemo, c'est aussi le sous-marin dans Jules Verne, je crois, si je dis pas des bêtises. Ou... Ah, Capitaine Nemo, hein. ouais, Capitaine Nemo, voilà, c'est. Donc voilà, bon, bref, petit Ouais. poisson, capitaine, bref, on y est. Eh oui. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est Alors, pas le ça, c'est. capitaine Bugarache, hein. Non, non, Mais on n'est pas loin puisque c'est Jules Verne, donc oui, bah qui justement, sait, voilà, qui sait. exactement. Ouais. Alors, ça, c'est un. Alors, Là, bon, tu c'est encore. pareil, la représentation des dirigeables de l'époque avec des ailes, hein. Donc Oui, voilà, c'est quand même assez drôle, hein. c'est bien foutu l'illustration, hein, Ouais, très, très bien ouais, foutu. Ouais, ouais. ouais. Ah, on s'y croirait, là, pour le coup. Ah oui, oui, oui. Ouais. Alors ça, c'est pareil, on avait Là, déjà vu. on l'a vu. Là, c'est une découpure de journaux. Alors voilà, là, c'est la réplique, finalement, juste après la vague de 1897, il y a cette vague, donc, de 1909-1918 Ah, sur les dirigeables anglais. ok. Donc, il y a eu toute une vague de dirigeables anglais que là, on peut voir, ils sont au front. Et donc, il y a eu toute une vague de dirigeables anglais, comme celle de 1897, qui a duré un certain temps et qui après a disparu. Donc, on retrouvait ces dirigeables un peu plus tard. Et il y a une vague, alors j'ai eu des échos, il y a eu une vague au Canada aussi, Ah, mais qui n'a pas duré très longtemps. Mais ça, par contre, c'est assez peu connu qu'il y a eu une vague au Canada. Voilà. ok. Alors ici, petit retour en arrière, parce que on est de nouveau en Voilà, 97. Busby, que j'ai présenté tout à l'heure, ben, c'est Voilà. pareil, c'est un des livres qu'il faut avoir pour comprendre le phénomène de 1897. Voilà, donc ces livres-là sont quand même importants Oui. pour comprendre, mais malheureusement, ils ne sont pas traduits en français. Non, bah Voilà, bon, c'est vrai que voilà. c'est... Maintenant, on peut traduire pas mal de choses facilement. Alors ici, par contre, Jules Verne, justement, hein, voilà, on y Ben, est. Rebure le Conquérant, voilà. Voilà. Il faut savoir qu'en France, c'est très peu abordé, ce phénomène de 1897, parce que c'est pas considéré comme phénomène ovni. Donc, j'étais un des premiers vraiment à faire des choses directement dessus, notamment avec Exurgent, on a fait des conférences dessus, où on a un projet, justement, peut-être de livre ensemble sur la vague de 1897. Là, on est en train de voir, de faire le cahier des charges, on va dire tout ça. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a eu, depuis Cider, il n'y a personne qui a écrit dessus ou qui a fait des choses, un travail dessus. Par contre, aux États-Unis, il y a quelques personnes qui l'ont fait, mais pas en France. Voilà. Donc, on Bah, est pionnier. franchement, Voilà. je vous encourage à le faire parce que c'est vrai que Oui. c'est intéressant et je suis tout à fait de ton avis que ça doit être considéré comme des ovnis. Il n'y a pas de raison. Ce sont des objets qui, pour leur époque, sont anachroniques, n'ont rien à faire dans le ciel et encore une fois, de leur nature, de leur façon d'apparaître, sont totalement, sont totalement intéressants à étudier, quoi. Bon. C'est même un devoir pour ma part. Alors voilà, Walter Bosley. Alors lui, il est tenant, il est partie prenante pour que justement le phénomène de 1897 viendrait des ingénieurs allemands qui se seraient installés à Sonora, justement, en 1850. Et donc, lui, pour lui, ce sont les mêmes ingénieurs qui auraient fait cette technologie avancée de 1897. Alors pourquoi pas, c'est une hypothèse qui peut se tenir s'ils ont été sur place, et puis après il y a eu le Zeppelin, etc. Mhm. C'est une hypothèse, puisque c'est vrai que les pilotes des dirigeables ressemblaient à des farmers, ou en tout cas humains, donc pourquoi pas. Voilà. Mais c'est une hypothèse à prendre en compte au même titre que les autres. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Absolument. Euh, Voilà. donc, et alors ça, on est de nouveau dans l'illustration, Oui, c'est de nouveau la un petit peu Gazette. comme on a vu, hein, voilà, c'est Ouais. ça. Et donc, c'est quand même, imaginons quand même Avec des ailes. imaginons quand même l'effroi à l'époque. Je veux dire, voilà, c'est
Les engins Ah oui, volants oui. sont quand même pas courants dans la vie de tous les jours, Mais non, mais même pas même du tout. plutôt À absents, part tout à fait. les Voilà. montgolfières, encore. Oui, pour certains événements et encore, voilà. Oui, Alors là, tu vas nous parler de quelques autres exemples, donc oui. ici qu'on va présenter. Alors attends, donc notamment ici, je crois que c'est justement aussi en Alors oui, 1897. voilà, là on est dans la vague de 1897. Il s'agit donc de J.B. Ligon et son fils Charles. Et donc là, c'est à Beaumont, au Texas, le Oui. 19 avril 1897. Et là, ben, le père et le fils s'entretiennent avec les pilotes. Ils prennent le bout de gras, ils discutent avec eux. Alors, ils leur demandent cet engin, ceci, cela. Les autres leur répondent très cordialement. Ils sont en mimétisme, ils sont très cordiaux. Ils sont très cordiaux, donc ils leur répondent aimablement. Bon, c'est un peu mon bon monsieur, yes sir, on vous répond, nous sommes des ingénieurs, donc bientôt cette technologie arrivera, ça va remplacer votre chemin de fer. Voilà, donc il y a tout un discours aussi assez drôle, hein, en fait. Voilà, Ouais, on peut pas. ça paraît quand même. Bah, finalement, c'est un petit peu ce qu'on voit dans le très très bon. Moi, je trouve ce film très très bon, même si ça peut paraître ridicule. Un film bien de chez vous avec De Funès, tu vois, les gendarmes et les extraterrestres, Oui, qui finalement avec l'huile travaillent magique. oui, et qui travaillent par mimétisme, puisque ce sont Ouais, des robots dans le film, et effectivement, ouais, il y a déjà cette notion de mimétisme, c'est quand même pas rien. c'est vrai, c'est vrai. Alors peut-être pour les besoins de l'époque aussi au niveau des effets spéciaux, mais quand même. Oui. Alors voilà. Donc Alors ici, il s'agit du cas donc de C.G. Williams de Greenville, oui, Texas, 16 ouais. avril 1897. Mhm. Et alors là, c'est pareil, il y a les ailes battantes, Oui. et le pilote donc de l'engin, il lui demande en fait sûrement, il lui demande des outils pour réparer son engin ou de l'eau, et donc il lui donne de l'argent en échange. Ça, c'est assez drôle, quoi. On est dans l'échange. Alors, il y a un phénomène comme ça dans la mythologie irlandaise, avec la gentilhommerie. Dans les années 1750, eh bien, il y avait ils appelaient- ces êtres-là s'appelaient la gentilhommerie, et ils demandaient souvent de l'eau du puits en échange de gâteaux, en échange d'appareils ou ce genre de choses. Et on retrouve la même chose finalement bien plus tard dans ces cas-là. Ça, c'est assez drôle aussi. Et On voit un parallèle entre la mythologie ancienne ouais. et les cas plus actuels, on va dire. Et Les cas l'illustrateur. d'échange. Ce qu'on appelle les échanges. Ouais, c'est Alors, ça. ça peut être les échanges change-lignes aussi, hein, où il y avait les Oui. enlèvements d'enfants, les changements par les bébés, tout ça. Et on retrouve la même chose dans les légendes anciennes. L'illustrateur a d'ailleurs pris soin de, je suppose par les détails qu'il a reçus, Ah, c'est très bien de détaillé. voilà, et de faire comme tu le vois je sais pas comment on appelle ça, les l'armature squelettique, on va dire, Oui, de l'aile. Donc, oui, quelque part, presque un engin mi-organique, mi tôle et boulon, quoi. C'est c'est- complètement. Ouais, c'est- c'est ouais, fou. Parce que c'est ouais. fou, parce que c'est pas le genre d'aile qu'on ferait pour. Enfin bon, bref. Oui, oui, oui. Les ailes Alors, battantes. Hein. Ouais. oui, les ailes battantes, c'est ça. Alors ici, donc, Alors ici, il s'agit de donc Alexander Hamilton, le roi Kansas, donc le 19 avril 1897. oui. Alors celui-là, je peux le relater. Alors, voyons. Euh, donc le roi Kansas, je vais le trouver euh, dans les notes. Oui, fais à ton aise. En tout cas, ça a l'air énorme comme engin, c'est fou. Encore une fois, dans les champs, hein, apparemment, les champs sont. Alors voilà, donc ça c'est donc on est en 1897, donc dans la bourgade de Leroy. Donc c'est un Alexander Hamilton qui est un riche cultivateur. Il est le témoin en fait de- d'un d'un phénomène justement qui ressemblait donc à un cigare qui faisait 100 mètres de long, hein, avec une sorte de chariot en dessous. Et donc ce chariot était en verre ou en autre matière transparente qui alternait en fait avec une étroite bande de matière opaque. Il était donc brillamment éclairé à l'intérieur et tout était parfaitement visible. Et là, il était occupé par six êtres très étranges. Et toutes les parties du vaisseau n'étaient pas transparentes, mais étaient rouge foncé. Ouais. Et donc, ils ont eu très peur. Hein. Et tout d'un coup, il y a eu aussi
il y avait une grande roue de turbine qui était d'environ de 10 mètres de diamètre. Et le vaisseau, il s'éleva après lentement et il restait un peu en suspens. Mais le problème, c'est qu'il y a eu une génisse qui semblait accrochée à la clôture Mhm. et il y avait un câble en fait. C'est comme s'ils voulaient. C'est là, ça, c'est les premières abductions, on va dire, d'animaux. Ils voulaient enlever cette génisse, Ah, apparemment. Et on retrouve ce genre de cas en Irlande, justement, où un bateau aérien voulait prendre un animal où on va dire l'encre se prend des oui, fois soit dans le clocher de l'église. Et là, pour le coup, c'était une bête, hein, puisque le coup de la bête, on l'a retrouvé quand même un peu plus loin, sur quelques kilomètres, ah la oui, bête. d'accord. Donc voilà. Donc déjà, ce qui est assez intéressant, c'est que dès 1897, finalement, il y a des mutilations de bétail, Voilà, c'est important bien de le dire. avant les cas dont on connaît actuellement. Voilà. Qui sont Donc ça, assez c'est quand récents, même, hein, qui sont assez récents finalement, ils quelque sont part. assez récents. Voilà. Et là, pour le coup, ça avait déjà commencé. Sauf que, en fait, ce genre de cas avait déjà commencé en Irlande dans les années 1700. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. D'accord. Ok. Donc il y a Voilà. une volonté d'étudier ou en tout cas de se procurer de la Oui, matière organique et qui plus est animale, c'est euh, ça. pour finalement rester discret, hein, puisque quelque part, voilà, si on enlève des personnes, c'est un petit peu plus, enfin quoique, Oui, dans une époque comme la nôtre, petite oui, oui. parenthèse à part. Alors Ouais. donc ici, donc là on part sur Miami, Miami, donc. Voilà. Alors là, c'est le colonel Tom People. Ok. Donc là, c'est Miami County, Texas. C'est le 5 novembre 1897. Alors c'est drôle parce que ça fait en miroir avec le 5 novembre 1990. Bon, je pense pas qu'il y ait de rapport, mais c'est drôle quand même. Et là, pareil, bon, c'est là juste en présentation, bah, il voit ce bateau aérien donc avec des ailes encore ou on va dire semi-organiques encore une fois, hein. Ça, c'est assez drôle. Voilà. Ah ouais, donc, Après, il n'y a pas plus de choses sur le cas, et, mais il y a une belle représentation. et après ça, le monsieur là, il a arrêté de boire, à mon avis. Donc, je pense que j'aurais vu un truc dans le ciel, pas Ouais, loin de chez moi. Je crois que j'aurais flippé. Euh. ouais. Alors, donc là, on va partir, je pense, en tout cas, hein, à moins que tu veuilles y rajouter quelque chose, peut-être, mon cher. Oui, bah, là j'avais juste des histoires à raconter sur un cas. Donc voilà, tu peux remettre des images des dirigeables. Oui, voilà, par exemple. Voilà, donc ça c'est le 22 avril 1897. C'est Monsieur John M. Barclay qui Oui. habite dans la ville de Rockland. Et donc là c'est intéressant puisque le John Barclay en fait il entend son chien vers 23 heures qui aboie Mhm. furieusement et il gémit et il s'approche donc voir ce qui se passe et il voit un bateau aérien qui est justement avec des ailes, hein, et qui, sur le côté des amarres de taille de forme variée. Il y a des lumières brillantes Oui. qui semblent briller davantage que des lumières électriques. Alors, il s'approche du bateau aérien. Dès qu'il a atterri, les lumières s'éteignirent. Mhm. Et donc là, il voit un homme qui s'approche de lui et lui demande de rempocher son revolver, car on ne lui fera aucun mal. Alors, il y a une conversation qui s'engage. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Et là, l'étranger, on va dire, Mhm. c'est pas Camus, mais c'est cet étranger, on va dire, d'un autre univers ou d'un Oui. côté, hein, on ne sait pas. Ouais. Qu'importe mon nom, appelez-moi Smith. Alors, souvent, on revient des noms, Smith, il y a d'autres noms aussi, hein. Mhm. Et donc, il lui demande, je voudrais de l'huile lubrifiante, une paire de ciseaux à froid, si vous pouvez m'en procurer, ainsi qu'un peu de sulfate de cuivre. Je suppose que le cire de pierre, à côté, a les deux premiers articles que le télégraphiste aura le sulfate de cuivre. Voici un billet de 10 dollars, prenez-le et procurez-vous ces choses et gardez le reste pour de l'argent pour votre peine. Là, on a vu ça avec Greenville aussi. Où carrément, il donne de l'argent pour avoir coup de la panne, hein, scénario, etc. Et là, il demande, Monsieur Barclay, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez là-bas? Emmenez-moi le voir. Oui, mais alors, il dit, nous ne pouvons pas vous permettre de vous approcher plus près, mais faites ce que vous avez demandé et nous saurons apprécier votre amabilité. Et un jour prochain, nous reviendrons vers vous et vous rendrons votre gentillesse pour vous faire un petit tour. Voilà, peut-être qu'il aura droit à un petit tour de bateau. Donc après, ben, il ramène l'huile, le ciseau à froid. Il voulait rendre le billet de 10 dollars, mais il dit, non, non, gardez l'argent.
Et le témoin demande où il allait, enfin, d'où il venait, et le pilote lui dit de nulle part, mais nous serons en Grèce demain. Alors, ça rappelle le cas de Raoul l'étape en 1954, où il y a un pilote qui arrive et qui lui demande l'heure et qui lui demande où il va. Et il dit, est-ce qu'on est en Russie est-ce qu'on est en Allemagne ou est-ce qu'on est un autre pays? Et il dit qu'il va en Russie. Alors, j'ai plus en tête exactement, mais il lui demande l'heure. Et en lui demandant l'heure, le témoin, c'est Ujvari, il lui dit 2 heures. Et là, le pilote lui dit, non, non, vous mentez les 4 heures. C'est le festival d'absurdité, hein. On est là-dedans, on est dans ces témoignages-là, on est Hmm. dans Configuration là. dans ce langage, Ouais, c'est ça. d'où le langage. Hmm. C'est la langue des oiseaux. Voilà, c'est assez drôle, quoi. C'est le cas de le dire. Et après, ben, l'engin, il s'en va, voilà, comme s'il n'arrivait. Donc voilà, c'est un des cas assez drôle quand même aussi. C'est l'absurdie en Et, plein, quoi. Là, on est vraiment. ah oui, 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 oui. Oui. Voilà, donc après, il y avait un autre cas rapidement. C'est aussi, euh, là, c'est un cas dans l'Arkansas. Donc, le 6 mai 1897 aussi, ce Mhm. sont des personnes qui voient aussi de ce bateau aérien. Et il y a un homme, en fait, à longue barbe noire, qui s'avance, parce que souvent, ils ont des barbes, hein, comme les farmers. Alors là, on n'est pas du tout dans le cas des tigris, hein. Il s'avance, et puis il voit que la lumière, en fait, s'éteint, s'allume, s'éteint, Mhm. et il demande de l'eau, pareil. Ah, de Il l'eau. demande un grand sac d'eau, il demande à avoir de l'eau du puits. Intéressant. Et puis, donc, la lumière s'éteint, elle s'allume, et il lui demande si il va venir dans l'engin, parce que là, il pleuvait. Et le témoin lui dit, non, non, on préfère être mouillé, plutôt que d'aller avec vous, quoi. Bien raison. Voilà. Et après, bien, ouais, il pleut. Bon, il pleut, on peut dire que c'est une référence, on va dire, pour certains. Oui, Il pleut oui. tout entre nous. Mhm. Voilà. Euh, voilà, donc c'est un des cas assez drôle aussi de cette vague-là, hein. Voilà. Et c'est très précis. Donc, On retrouve toujours ce même scénario d'échange. Soit le ouais. phénomène est déjà là, il arrive, et puis le témoin, il voit qu'il y a un scénario, on va dire, de réparation Mhm. d'OVNI, etc., où il demande des outils, où il demande certaines choses. On est vraiment dans le scénario. Hein, c'est ça qui est intéressant. Ça commence déjà bien avant les années 50, ce genre de scénario. En interprétation, on pourrait presque dire que, voilà, en admettant qu'ils viennent d'une autre civilisation, voilà, hors du système solaire, on va dire ça comme ça, que quelque part, c'est un petit peu leur modus operandi pour accoster les humains. C'est comme s'ils se donnaient en fait tous le même mot. Bah écoute, à mon avis, les humains, la seule façon de les approcher, c'est de faire une panne. Le coup de la panne, alors c'est pas la même chose, hein, le coup de la panne, mais, Oui, oui, oui. mais c'est assez. Oui, parce que après, on va le voir dans les années 50, c'est Ça, ouais, ça va revenir. justement, Hmm. il s'adresse à des agriculteurs, donc ils Ah sont en oui, train de voilà. prélever. Ceux qui vont s'occuper dans les grottes de pierre, bah, ils vont prélever de la pierre. Enfin, on va voir tout le temps les D'accord. scénarios en fonction des métiers. Étonnant, étonnant. Et ça, Voilà. justement, on y reviendra en conclusion Voilà. avec le mimétisme. Ouais, C'est très, très, ouais, très intéressant. voilà. Alors voilà, donc on peut pas. Alors, est-ce que tu as encore éventuellement des petites anecdotes par rapport au dirigeable, mon cher Mike? Ou est-ce que tu veux Eh passer bien, directement? actuellement, non, je reviendrai à la fin dessus, juste D'accord, pour une conclusion générale, en fait, ok, qui montrera le lien, en fait, je veux dire, entre c'est justement ça. Voilà. les bateaux aériens et le phénomène actuel. D'accord. Est-ce que tu veux passer éventuellement aux rencontres approchées alors? Oui, on va passer aux rencontres Alors, prochaines.
Petit rappel pour les personnes qui ne connaissent pas tout à fait le phénomène ufologique, et ça existe bien sûr. C'est pas un jugement, hein, c'est très très bien. Si vous êtes là et que vous découvrez, pourquoi pas l'ufologie avec Mike aujourd'hui, bienvenue à vous. Euh, Bienvenue. et en plus, un super sujet comme ça, très détaillé. Donc, les rencontres approchées, il y en a plusieurs. Il y a la 1, la 2, la 3. Alors, il y en a un tas. Celle que tu vas Il y a- nous présenter, c'est plutôt de quel type? Alors là, on va commencer avec 1916, Voilà. avec le cas de Aldelbourg. Donc c'est en août 1916. Et là, il s'agit de Agnes Whiteland, donc c'est en Angleterre. Oui. Et elle voit ce type de phénomène hein, avec une sorte de soucoupe, hein, on va dire. Donc on est bien avant Kenneth Arnold, hein. Mais une soucoupe quand même avec des rambardes, hein. Et puis ils ont des uniformes bleus. Mhm. Il y a une machine qui fait aucun bruit. Donc, elle se demandera toujours ce que c'était. Alors, ce qui est drôle, c'est que ça ressemble un peu aux uniformes français. Oui. Et donc là, c'est quand même un cas assez drôle, hein, c'est intéressant. Mais elle ne saura jamais ce que c'était. Et ça, il y avait que un témoin où tu ne sais pas. Non, non, il n'y avait qu'un témoin. Un seul témoin, C'était d'accord. cette femme qui s'appelait Agnes Whiteland. D'accord. Donc en Voilà, 1916, donc en pleine guerre mondiale, hein, on peut le dire, mais c'est ça. C'est ça. ok, magnifique. Ouais. Alors ici, Après, on peut passer au cas voilà, de 1930. voilà. Alors ici, je vais décrire ce cas Alors c'est une rapidement. illustration, hein, c'est pas une photo pour précision, mais il y a Oui, un montage qui a été fait ici apparemment, voilà. c'est ça. Très très bien fait Alors, ce d'ailleurs. cas, c'est Montréal, en Ardèche, on parle de Montréal au Canada. Oui, Donc là, le témoin, il voit une sorte de fusée très lumineuse d'au moins 10 mètres de hauteur. Donc, c'est un des premiers cas, on va dire, de l'ufologie française, puisqu'on est bien avant 54, hein. Donc là, c'est un des premiers cas. Et surtout que le témoin, il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de référencement. Les témoins de ces époques-là ne savent pas à quoi ils ont affaire. On ne parle même pas de martiens à l'époque. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc là, 10 mètres de haut. Et justement, la luminosité a été observée par une autre personne. Et en oui. fait, il y a un grand cercle d'air foulé qui a pu durer toute la journée quand même. Ah ouais. Et cet homme avait à peine 20 ans, il n'a pas compris ce qui se passait, hein, puisqu'on est bien dans les années 50. Et, euh, et donc, c'est des cas intéressants parce que on va dire que c'est le premier cas. Voilà. Et surtout 10 mètres de haut. Donc là, on est Ouais. bien avant des fusées, bien avant les V2 ou ce genre de choses, hein. C'est une sorte de, de, de tube lumineux, on va dire. Donc là, Ouais. c'est intéressant. Voilà. Ouais, c'est quand même un bâtiment, hein, 10 mètres, c'est quand même pas rien. Ouais, En tout cas c'est magnifique. ça. Donc Ouais, 1930 en ouais, France, quoi. Et ben, écoute, c'est fantastique. ouais. Alors ici, en 44, on est en Voilà. Italie, c'est ça? Voilà. Donc là, ça a été 1944, donc Cose Gustino, près de Lucca, c'est en Toscane. Donc là, l'été donc 44, c'est le signor A qui réside donc à Coselli et il va couper du bois. Et là, en fait, il tombe sur cette scène-là. Oui. Pour lui, il pense qu'il s'agit d'une arme militaire américaine ou allemande, puisque là, ils ont l'air tout à fait en plus de nordiques, les êtres Oui. en question. Et il faut savoir qu'on est bien avant Adamski, hein, puisque Adamski, c'est les années 50, les contacts des années 50. Et donc là, il n'avait absolument aucune référence. On ne parle pas des grands blonds à l'époque. Sauf que ce phénomène des grands blonds, il apparaît au même moment de la guerre, justement, Deuxième Guerre mondiale, dans les années 40. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est que justement, il fait écho, on va dire, à la peur du moment. Donc Oui. là, on est en mimétisme de ce qui peut faire peur actuellement. Alors vraiment, lui, il a peur et il pense qu'il s'agit soit de quelque chose d'américain ou allemand, et donc après, Hmm. il s'échappe. Alors ce qui est intéressant aussi dans les cas des années 50, plus tard, c'est que ces fameux contactés, on va dire, euh, ils étaient en contact avec des êtres qui leur disaient, qui avaient des noms, on va dire, souvent babyloniens. Donc comme Ashtar, Ashtarté, Orton, pour ce qui est Adamski et Orton, on le retrouve dans Colin de Plancy, qui est le dictionnaire infernal. Donc ils ont des noms un peu de démons, quoi. Donc ça c'est intéressant, ça rejoint un peu
ce que disait Jacques Vallée là-dessus, quoi. Ah, intéressant. Ouais. Et donc, ce qu'on a retrouvé par contre, alors ce qui est intéressant sur ces cas des années 40-50, c'est qu'on retrouve souvent des traces au sol, ce qu'on ne retrouvera pas par la suite. Et c'est des cas aussi diurnes, donc le nocturne Oui. sera plus tard. Ah, Donc là, quand même, on retrouve, donc là, ils mesuraient quand même 1,80 m, quoi, hein, les êtres, hein. Et on retrouve la même chose dans un cas de 1943 à Teguim en Corse, où là, c'est deux résistants qui circulent à moto et ils rencontrent aussi un objet lenticulaire, comme de l'aluminium poli. Et là, deux êtres grands, blonds, munis de combinaison, avec de larges ceintures à boucles, se hmm, tenaient à côté. Dans ce cas aussi, il ne pouvait pas dire, il n'était pas sûr que ce soit ce qu'on voit là, si c'était très lumineux ou alors si c'était le reflet du soleil qui reflétait, donc c'était la luminosité très forte, mais ça pouvait être aussi la luminosité du soleil. c'est ça, Voilà. un reflet, quoi. Ouais, ouais. Donc c'était très poli, hein, très, Hmm. on va dire, du métal poli, quoi. Ouais, c'est ça. Pas du métal liquide, hein, mais Non, 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 c'est ça. Là, on est encore dans du dur, voilà, voilà. Alors on dans peut du dire que c'est les concret. premiers cas, on va dire, tôt les boulons pour le coup, puisque Oui, justement on retrouve ces marionnettes technologiques. Voilà. magnifique. Voilà ce qu'on Euh, peut dire sur ce cas. On alors peut ici, passer. on va en 46, et là, on rejoint Voilà, plus ou moins justement, ben, on rejoint un peu voilà, les les- mi-dirigeables, voilà. donc là c'est intéressant puisque 1946, il y a quand même il y a énormément de cas hein, quand même, puisque donc il y a au moins une centaine de crashs de rien, ce qu'on appelle les crashs de rien, Oui, en Suède en 1946. Et là, pareil, euh, le phénomène semble calquer la peur du moment, et la peur du moment, c'est les V2. On a la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, et donc ces fusées ressemblent à des V2. Alors, quand même, ça intriguait quand même euh, les Américains, puisque quand même, certains sont venus pour aller voir ce qui se passe, hein, mhm, puisqu'ils se sont quand même inquiétés, hein, justement, et ils n'ont jamais rien trouvé. Donc, il y a eu plein de crashs, mais les autorités suédoises, américaines, n'ont jamais rien trouvé en fait. Donc c'est ça qui est assez intéressant aussi, et pareil en mimétisme de la peur, on va dire. c'est ça. Donc ça c'est intéressant, ouais, Ah oui, très. ce qu'on peut dire sur ce cas. Les crashs de rien qui étaient donc, mon Dieu, aide-moi, Oui, qui a créé la lumière dans la nuit, donc LDLN, ouais. Ouais, oui, mais je n'ai plus son nom, qui en parlait très très bien d'ailleurs. Enfin bref, oui, je mettrai le nom ici en bas, j'ai- oui, en France, hein, je veux dire, oui, 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 oui. qui faisait des conférences là-dessus. Alors on peut passer directement à la suivante si tu veux, mon cher Oui. Mike. Alors on est bah, toujours pareil, hein. Là, de toute façon, c'est ce que tu viens, je crois, d'évoquer. Voilà, c'est la vague des fusées fantômes de Voilà, Suède. en Suède. Donc là, par contre, on est en 48 avec les collecteurs d'herbe et je vous vois venir, cher coquin, on parle pas de la même herbe, hein. On parle bien du gazon. Oui, Je précise, parce que bon, oui, oui. c'est souvent ce qu'on reproche Alors là, aux les témoins. collecteurs d'herbes, donc on est dans le Sauerland, donc Oui, c'est une région de forêt, de moyenne montagne située en Rhénanie, Westphalie du Nord. d'accord. Donc là, le témoin en fait est un berger, il est en train de garder son troupeau, puis tout d'un coup le troupeau il s'échappe et il comprend pas ce qui se passe. Il constate Mm. que les moutons ils s'éparpillent et puis il entend un son bizarre. Alors Oui. il vit un objet qui faisait au moins 20 mètres de longueur sur 3 de hauteur. Et Ouais, là, ce quand qui est même. intéressant, c'est qu'il ressemble au dirigeable. Donc on est dans la suite, on va dire, logique des dirigeables. C'est ça. Donc cet appareil il se pose dans la prairie. Il y a autour de lui une sorte de brouillard artificiel. Ah, Alors il hésite un peu, il s'approche. Et puis, alors, ce qu'on retrouve souvent dans ces cas-là, c'est que souvent, ben, quand on est dans le tôle et boulon, pour le coup, il va oui. toucher la tôle. Et là, il se reçoit une décharge Aïe. incroyable. Ok. Et il se reçoit une décharge, et donc il perd conscience. Et ça, ce genre de cas, on le trouve souvent dans les cas des années 50 où on leur dit de regardez, mais touchez pas. Ah oui. Souvent. Euh, donc là, le, l'être en question, enfin les êtres en Mhm. question, les petits êtres,
Ils avaient une boîte sur la poitrine d'où émergeaient des tubes reliés à ce qui pouvait penser à des conteneurs en oxygène. Et de temps en temps, ils empoignaient ces tubes, les portaient à leur visage, sans doute pour pouvoir respirer. On est complètement dans le possible, un peu le merveilleux technologique. Et là, les petits êtres, ils étaient quand même assez petits, là, pour le coup. Là, on a les premiers petits gris, ils ressemblent à ceux de Valensol, hein. Donc, du premier jouet Oui, 65 avec notre surface, ils ressemblent, on est dans la préfiguration des petits êtres de Valensol. c'est ça. Et là, ils étaient en train de parler entre eux, tout en gesticulant. Alors pareil pour le cas juste avant, les grands blancs, mais ils parlaient dans une langue inconnue. Ils ne savaient pas ce que Ah, c'était. ok, Ouais, ils ok. parlaient dans une langue inconnue entre eux. Et là, eux, pareil, ils avaient l'air de gesticuler. L'observation a duré à peu près une demi-heure. Et Mhm. là, pareil, on retrouve des traces au sol. On retrouve des roues, des trous Oui, ronds et alignés, ainsi que de l'air brûlé sur les cercles d'1 mètre de diamètre. d'accord. Donc Donc voilà. Et alors, radioactif, quoi. ouais. Certains. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bah, le témoin, quand même, parce qu'il a reçu après un flash, on Mhm. va dire, par un des êtres qui avait une sorte quelque chose au niveau de la ceinture, et il reprend connaissance plus tard, hein. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en été 48, il y a des objets cylindriques qui furent observés à plusieurs reprises dans diverses zones de la région. Donc pareil, on est dans une vague, hein, là encore, sauf qu'il n'y a pas eu de témoin pour parler de ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc là, ce qui est intéressant, c'est le choc électrique qui revient, Oui, le le bruit. coup de la panne. Enfin, là, c'est pas une panne, mais c'est plutôt une collecte parce qu'ils sont en train de collecter des herbes. Le brouillard aussi, c'est Euh, intéressant. Mhm. le brouillard Ouais. aussi. Le côté high-tech de l'appareillage, bah, high-tech pour l'époque, hein, Oui. où il y a justement des systèmes de collecte. Voilà, ça c'est intéressant pour ce cas. C'est un des premiers cas, on va dire, c'est le tollé boulon. Oui, mais là, pour le coup, en plus, ils sont plusieurs. C'est quand même relativement. Enfin, c'est fou, Oui, quoi. Je veux dire, c'est oui, oui, complètement oui, fou. oui. Et en même temps, encore une fois, un peu anachronique, comme tu as dit là tout de suite par rapport à leurs costumes, qui finalement paraissent, pour nous, en tout cas, maintenant en 2023, être un très mauvais film de série Z de science-fiction. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est ce On que le est dans l'effet témoin. vitrine, hein, parce que là, il y a des variantes, hein. Des fois, Ouais, c'est de la flore, des fois, c'est de la minéralogie, des fois, c'est de la faune, de la prospection, de l'arpentage. Ça peut être des bêtes hein, qui prennent. ouais, c'est ça. Il y a tout ce qui. C'est le phénomène de collecte, on va dire. Bon, là, Voilà. on pourrait presque dire que ça y est, ils découvrent la Terre et ils viennent l'étudier de fond en comble. Oui, puis c'est en mimétisme du métier du Voilà. témoin. Là, Ouais, c'est un c'est ça. berger, c'est un berger. Ouais, Et ouais, puis c'est ça, c'est donc, ça. Il devient lui-même le collecte, bouton, il devient lui-même le bouton de. Les c'est ça. bergers sont juste en face de lui, en fait. En gros. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors ici, on va partir sur 1950, si je ne m'abuse. Oui, Abia de Guadzone. Voilà. Avec donc les soudeurs, des soudeurs. Voilà. Oui. Alors là, justement, en mimétisme avec le témoin, qui est ouvrier métallurgiste. Donc, c'est Bruno Faccini, il Ah, a 40 ans, c'est le 24 ok. avril 1950. Et donc là, Abia de Guadzone, c'est en Lombardie, en Italie. La nuit, il se réveille, il entend du bruit, il sort il voit en fait une source lumineuse. Il se demande ce que c'est, il croit penser que c'est un câble de la ligne en face qui a un problème, et donc il se dit, bah, c'est bon, bah, je vais y aller. Et est-ce qu'il y a un fort orage en fait, juste avant. Donc là, il voit, en fait, il traverse un champ saturé d'eau, il arrive dans une clairière, et puis là, il tombe là-dessus. Et il voit donc cette énorme boule aplatie au sol qui faisait 7 mètres de hauteur, quand même. Donc 7 mètres de hauteur et avec un diamètre de 5 mètres. Et donc là, la couleur était métallique, avec des sortes de lignes verticales, horizontales, sur les côtés, avec des rangées de tubes. Et voilà, en mimétisme du témoin, l'être en question fait une soudure avec un genre d'outil Mhm. qui tient la main. Voilà. Puis l'engin, en fait, il reposait sur le sol par une échelle, hein. On retrouve souvent ce genre de choses, des échelles, soutenu par des tirants métalliques et éclairé par une lumière verte. Et donc là, les êtres, ils marchaient avec difficulté, Mhm. maladroitement, comme si lorsqu'un fond de reglé, en fait, les gênait dans le mouvement naturel. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que en 1969, quand ils voient la vidéo, le témoin de ceux qui ont été sur la Lune, il dit, bah, ils étaient pareils, ils étaient comme eux.
Donc aussi, le phénomène semble jouer avec le temps et l'espace. Il Voilà. préfigure des scènes qui vont arriver. Et là, en plus, bah, il préfigure la scène de l'alunissage, où les êtres, ils ont l'air de sauter maladroitement, ils ont du mal à se mouvoir et tout. Donc ça, c'est assez drôle, quoi. Ils faisaient 1 m 70. Et donc, ils ressemblaient à des scaphandriers. Ils avaient des protubérances qui faisaient penser à des écouteurs radio. On est encore dans le merveilleux technologique. Et donc, au niveau de la bouche, ils avaient un tube large de 5 centimètres, long de Hmm. 30 centimètres. Et là, encore une fois, ils s'approchent un peu. Ils parlent en langue incompréhensible, une langue gutturale. Oui. Et pareil, ils voient, par la trappe ouverte, ils voient des gros boutons, des cylindres, des compteurs, des nanomètres, ce Hmm. qu'on retrouve dans le cas de Rosalotti aussi, plus tard en 54. On trouve la même chose, en fait, hein. Mhm. Et donc après, il s'approche, mais le petit être là lui envoie une sorte d'éclair de lumière et qui le paralyse. Et quand même, il a une tache noire qui est apparue dans le dos, qui cessa de grandir, accompagnée de douleur. Et il faut savoir que le témoin d'avant, le berger là, eh bien lui aussi, il a eu comme avec le flash, et il a été brûlé pendant plusieurs jours, comme s'il avait un coup de soleil géant. Donc là, il y a quand même une, et ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que bien sûr, il y a quand même des traces au sol aussi, puisque ça avait été, il avait plu, et donc là aussi, on peut voir qu'il y a des traces. Donc ça, c'est intéressant aussi. D'accord. L'herbe a été brûlée sur une zone ronde. En fait, quatre traces circulaires plus petites, en fait, étaient, Mhm. on voyait avec un quadrilatère de 6 mètres de côté. Mhm. Mhm. Et donc des résidus métalliques ont été récupérés et trouvés quand même. Ils furent envoyés à un institut d'analyse Ah, des matériaux à Novare. Et puis alors, les résultats, ça donnait quand même lieu à comme quoi c'était un métal anticalorique et résistant à l'usure et au frottement. Voilà, ça se rapprochait d'une matière proche du bronze. Et puis bah, cette affaire a été oubliée, mais bon, elle a fait date dans son temps. Le Zeitgeist, l'esprit du temps. voilà, c'est ça, oui. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi. Euh, voilà, le masque à oxygène, comme des pilotes Mhm. de chasse, les écouteurs radio, le scaphandrier, c'était tout à fait le merveille technologique. Voilà. Ah, comme quoi il y a une volonté aussi d'effacer certaines traces de. C'est là où ça devient intéressant d'avoir vraiment des livres qu'on ne trouve plus, qui sont Ouais, rares, comme toi tu as aussi dans ta bibliothèque, et de pouvoir, bah, encore une fois, avoir cette trace et ces archives, parce qu'un jour, bon, on met tout ça sur Internet maintenant actuellement, et Internet, comme on le sait, les fichiers peuvent être effacés du jour au lendemain, et les livres, jusqu'à preuve du c'est contraire, vrai. ne peuvent pas Ouais. disparaître, voilà, à moins que un vortex vienne les avaler, euh, Ou qu'ils soient brûlés. ou qu'ils soient Il y a des brûlés, n'est-ce périodes où pas? ils étaient brûlés, hein, les Le mauvais livres. Fahrenheit, voilà, c'est Fahrenheit la Fahrenheit suite, quoi. Voilà, 451. exactement, voilà. Le film ancien est mieux que le nouveau. Oui, bah, je n'en doute pas un instant. Et puis, il est plus proche aussi, sûrement, de l'événement. Alors, Et chose intéressante aussi, oui, dans pardon. ces cas des années 50-60, là, des fois, c'est des sortes de lumière qui paralysent les témoins. À partir de Valensole et dans ces eaux-là, eh bien, là, les témoins sont paralysés par des sortes de tubes. Et ça, on le retrouverait très souvent dans les années 50. Et après, ça disparaît, ça. Enfin, après, Jusqu'au fi- ils ont plus besoin de tubes. jusqu'au film Man in Black, en fait, hein. Ah, ben oui, voilà. Et sauf que par contre, dans ces témoignages, le témoin était tout à fait conscient de tout. Il voyait tout, il ressentait tout, mais il Ah, était complètement paralysé. oui, je vois, je vois, je Voilà. vois. Il n'y a pas d'oubli là. On pourrait Voilà. presque dire, oui, ou comme certains témoignages de personnes qui ont vécu bah, des rares apparitions des hommes en noir, Oui, où les témoins sont généralement paralysés, mais ils entendent tout aussi. ben oui, oui, Alors, effectivement. ou comme les personnes qui malheureusement vivent, et ça je ne le souhaite à personne, des paralysies du sommeil, parce Et, oui, il y a des choses qui sont assez similaires avec ça, et c'est assez intéressant. ouais. Alors aujourd'hui, on va passer maintenant, pardon, oui aujourd'hui de toute façon, on est aujourd'hui, on va Donc, passer donc maintenant The Wild, à on l'appelle The Wild ou The Wild. De Wild. Alors moi je le dis à la flamande, je le dis à la belge, Oui. parce que c'est un nom complètement belge, enfin complètement flamand même. Ah, d'accord, d'accord. De Wild, toi tu le dis de Wild, c'est presque Oui, oui, j'ai Breath toujours Wild. of the Wild alors, c'est pour ceux qui ont la référence.
Dos Mario de Will, donc c'est le 10 septembre 1954, à Quarouble, dans le Nord. Là, il voit ces petits êtres, en fait. Donc, il est cheminot, enfin, il a une maison, on va dire, à côté de, des chemins de fer. Et il voit cet ovni aussi, ou cet engin qui est posé sur le sol. Lui aussi est paralysé, hein, comme Ouais, un peu les autres cas. Et ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que la DST est venue quand même enquêter et ils ont trouvé que le sol avait été, la machine était très très lourde, hein, puisque ça avait fait des traces au sol, ça avait carrément abîmé la voie. Voilà, donc là ils se sont quand même posé des questions. Le 10 octobre 54, le témoin, le même en fait, voit ces êtres-là revenir. Il y a souvent, ils reviennent parfois. mhm. Ces êtres-là reviennent et là, pour le coup, ils lui prennent des poules. Alors là aussi, des poules du jardin, ils la prennent, ils l'embarquent dans l'OVNI et ils caressent la tête de l'enfant. Alors là, ils ressemblaient un peu à des petits Asiatiques, pour le coup. Là, on est dans les petits gris, mais plutôt asiatiques un peu. Alors aussi, ça c'est Jimmy Dieu qui en parle. Ah, Euh, il y a dans ce cas, les services secrets lui auraient intimement menacé de parler parce qu'il y aurait une machine qu'il aurait cachée dans sa grange. Et effectivement, il y avait peut-être une machine cachée dans la grange qu'il aurait récupérée de l'observation. Et donc, il était très étonné parce qu'il n'avait pas la personne. Mais ils étaient au courant, apparemment. Donc, c'est un cas assez intéressant, typique des années 50. Voilà ce qu'on peut dire sur ce cas. et je voudrais aussi souligner le fait que Marius de Wild s'est battu jusqu'à la fin. Il a eu Ah toujours oui. le même témoignage jusqu'au bout. Et puis, il a été viré de son usine. Enfin, c'était très dur pour lui, hein, comme beaucoup de Il a, témoins de l'époque. Hein, il a perdu un bras, je crois aussi, ouais, vers la fin. Il a été très très malade, je pense aussi, ce monsieur. Il faut vraiment le souligner. ouais. Je pense que cette rencontre ne lui aura absolument pas, bah, bien sûr, comme on le devine, porté chance et encore certainement moins la santé. Et vraiment, Beaucoup, voilà. Et je beaucoup. maintiens, il a vraiment gardé le même témoignage jusqu'au bout et il a eu des bâtons dans les roues, mais jusqu'à l'infini, quoi. Bah, beaucoup ont des problèmes de santé comme ça. Oui. Monsieur Mass, lui, il dormait des fois très longtemps. Le témoin de la boîte Guangzhou dit que c'était le pire jour de sa vie. Donc, il y a quand même beaucoup de séquelles après, quand même, hein, Ouais, ben, physiques et mentaux. Voilà. exactement. Et sociétal aussi, parce que forcément, lynché par forcément tout ce qui est merdia, comme je le dis toujours. Eh oui, Et malheureusement, voilà, et c'est encore actuel, hein, de toute façon, tout ça. Donc voilà, Marius, si tu nous entends. eh Donc oui. ici, alors là, c'est une affaire qui s'est passée en 1954, et donc là, on rentre dans la fameuse vague Oui, en France en 54. Est-ce qu'on oui. est, je crois que c'est aussi les apparitions dans le Jura aussi en 54, si je ne m'abuse, non? C'est plus tard. C'est plus tard, d'accord. Effectivement, oui, il y a eu Pré-Manon en Oui, 1954, c'est Luslo-Juvari dont j'ai parlé tout à l'heure. oui, d'accord. Mais le cas c'est pas le Jura, c'est le Doubs, c'est 1970, mais c'est après, on en Ah parlera oui, après. d'accord, pardon, ok. Ouais. Donc là, c'est le 22 juin, non, c'est le juin 1954, il C'est est ça. 14h30. Et donc, c'est le signor Franco Premi, qui est expert comptable, qui se trouve dans la campagne, et puis il voit, en fait, un siffle, enfin, il entend un sifflement, il Mhm. s'approche, et puis il voit un objet, donc qui ressemble à une goutte d'eau de couleur gris métallique, hein, on est encore dans tous les boulons de l'époque, hein, Oui, oui, oui. qui avait une sorte d'embryon de queue agrémenté de petites ouvertures rectangulaires. Et le dessus donc était très arrondi avec une petite proéminence bleue et de dessous plus plat, Mhm. avec l'avant de la cabine qui disposait d'une cabine, donc une surface vitrée. Et voilà. Et donc pour se poser au sol, on voyait il y a encore ce phénomène de train d'atterrissage à trois pieds articulés, donc deux à l'arrière et un à l'avant, muni des sortes de patins à ses extrémités. Et donc là, l'appareil, quand même, il avoisinait les 10 mètres, donc sur 6 mètres. Ouais. Et les êtres, ils faisaient presque 2 mètres de haut. Ah oui, quand même. Donc là, c'était les grands. Alors peut-être pas les grands. Et on ne sait pas s'ils étaient blancs. En tout cas, ils sont casqués. Ils ont des scaphandres, hein. Donc ça, c'est une sorte de. Alors ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on voit souvent dans ces époques-là, c'est Oui. les combinaisons d'une pièce.
C'est un Oui, peu comme les envahisseurs, là. Ils sont d'une pièce, ils sont tous, il n'y a pas de coup, il n'y a pas de, il y a pas pas, de pas de tirette, fermeture, il n'y rien a du rien. tout, voilà. Et on sait Ouais, même pas comment ils peuvent le mettre, quoi. ouais, C'est c'est ça qui est ça. très drôle, quoi. Euh, donc après, pareil, eux, ils ont du mal à marcher. Et Ah, ils ramassent du plant de maïs. Ils ont du mal à marcher quand même, hein, pareil, comme les autres, justement, on dirait finalement du cas de des. Biacoso. Ça pourrait être Oui, presque comme des pantins de bois, hein, enfin en Pinocchio, tu sais, ou ceux qu'on avait quand on était gosse, tu sais, avec les fils, enfin pour ceux qui ont connu ça, ouais, ouais, où ouais. c'est un peu maladroit, c'est vraiment très, 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 très spécial. Et donc, ils avaient des Mm. combinaisons donc rigides, bleues, et Oui. donc des cagoules, on va dire, Oui. avec des énormes lunettes en verre fumé. Ah ouais, ok. Voilà. Ça pourrait faire un chouette groupe d'électro, ça. Ouais. Ouais. Alors, ici, on est toujours dans la même année, si tu veux, si tu n'as plus rien à dire sur cette Oui, affaire-là. oui, En oui. 54, et là, c'est le 23 octobre, en Libye, Oui, oui. Alors là, c'est ça. Donc, 23 octobre 54, il à est 3 heures Tripoli. du matin. À Tripoli, c'est un fermier italien qui s'appelle Carmelo P. Donc, il voit cet objet qui ressemble à un œuf, hein, Ça ressemble presque qui à ce qu'on vient de voir, hein, finalement. Voilà, c'est pour ça que je les ai mis ensemble aussi, parce Voilà. que il y a une réplique, on va dire. C'est assez Ah oui. drôle. Et donc là, on distingue aucune hélice, hein, on distingue Ouais. l'avant qui dispose de deux portes latérales, on voit une échelle, hein, l'échelle Mhm. revient, C'est ça. les petits trous, tout va bien, hein, on est dans la réplique, on va dire, en plus d'une voiture de l'époque qui s'appelait l'Isetta, qui n'a pas duré très longtemps en Italie Ouais, je et vois. qui était très à la mode à l'époque. Et Mhm. donc là, on est en mimétisme social d'une voiture, parce qu'on retrouve souvent ça aussi. Et là, donc, l'engin faisait un bruit comparable à celui d'un petit compresseur. Il mesurait donc entre 5 et 6 mètres de longueur pour 2 mètres 50 de large. Et là, il se trouve à l'intérieur des hommes, 6 hommes donc, qui portent des Mhm. masques à gaz, encore une fois, revêtus de combinaisons jaunâtres. Et là encore, il s'approche de l'objet, il pose une main sur l'échelle, et là, il reçoit un choc violent électrique qu'il projetait au sol. Et là, l'un des occupants lui dit vous feriez mieux de vous tenir à l'écart quand même. Donc, il lui parle quand même. Et il semble appuyer sur un bouton et une sorte de demi-conteneur recouvrit la roue. Oui, parce qu'en fait, il change une roue, hein, un coup de la panne, hein. Il change une des roues, donc ça c'est assez drôle quand même. On change la roue, il y a un petit problème. Souvent, le témoin, on fait comme si on l'ignore. Ils Mhm. sont très occupés. C'est Soit ça. ils s'occupent de machiner l'engin, soit ils s'occupent de récupérer des plants de lavande ou, ou autre chose. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont comme un éthylotest. Ah, Et Jacques Vallée décrit ce cas d'ailleurs. Il dit que si l'intelligence pouvait projeter un hologramme hautement perfectionné, cette scène pourrait parfaitement y correspondre. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas aussi, c'est que l'éthylotest, le 23 octobre 54, il n'existe pas. Et il existe peut-être un mois ou 2 mois après. Donc, il est créé l'éthylotest à la même période, mais quelques mois après. Et en 54. C'est ça qui est intéressant. Donc, il ne pouvait pas savoir ce que c'était. non. Ça, c'est très drôle, ça. Donc, toujours, encore une fois, il préfigure les choses qui vont arriver. Voilà ce qu'on peut dire sur ce cas quand même. Alors oui, des empreintes, bien sûr, ont été laissées, hein, puisqu'on est Oui. dans ces années 50. Ouais. Elles avaient l'aspect qu'aurait pu laisser des roues en caoutchouc d'une soixantaine de centimètres. Voilà. Donc ça c'est intéressant, ce cas-là pour ça. Ouais, donc là, c'est vraiment, on est sur du matériel, hein, clairement. Enfin, du Ah, on est matériel, en dans tout tous cas, les boulons, le vrai, là, pour le coup. dans le vrai, vrai, vrai de vrai. Ok, d'accord. Ouais, Magnifique, magnifique illustration aussi, d'ailleurs. Voilà. ouais, 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 ouais. C'est Eric Euh, Zorcher aussi, Ah, l'illustration. d'accord, ok. Ben, on lui fait un Voilà. coucou, Eric. Voilà. Un coucou, Eric. Ouais. Et alors ici, par contre, on a les motards. Là, c'est Oui, toujours. Alors, c'est en on est un France, peu ça dans les aussi? scaphandres, hein. Oui, on est en France. Ce sont là, ici, Des motos tandem. oui. Là, donc, on est à Céret, donc en Pyrénées-Orientales, le 22 août 1956. Oui, Donc là, c'est l'illustration des LDLN, hein. oui. Et donc là, Madame P, qui se trouve en cyclomoteur, en miroir, dans le mimétisme du témoin, elle est doublée par deux énormes motocyclettes, nickelées, absolument silencieuses. Et donc, eux, ils étaient deux passagers, donc un par un, Mhm. en tandem, hein, voilà. Et ils avaient un blouson moiré de couleur fauve.
Ils étaient gantés, casqués, bottés hermétiquement, pareil d'une caisse, hein. Et les motocyclettes, après, s'arrêtent côte à côte, parce que les motocyclettes, en fait, le dépassent. Et puis, elle les double, et au moment où elle se rend compte qu'en fait, les machines elles sont énormes, il se retourne vers elle, de concert, il la regarde, droit devant, il la regarde bien dans les yeux, on va dire, et eux, pareil, ils ont des grosses lunettes fumées, ils n'ont pas de joues ni de menton visible. Le témoin après se retourne pour voir, mais elles avaient disparu sans aucun bruit. Alors là, il n'y a pas de phénomène ovni à côté, parce que souvent, avec ce genre de cas, il pourrait y avoir un phénomène ovni à côté, mais là, il n'y a rien eu. Elle a juste vu ça, en fait. Donc là, c'est assez intéressant comme cas. Et c'est Pierre Vieroudi aussi qui parle de ce cas, donc dans un livre très intéressant aussi de l'époque. En parlant de véhicules, là, je fais vraiment une aparté rapide. Oui, C'est que l'année passée, je me suis retrouvé à Toulouse, donc l'été 2022, et, oui, euh, et donc on me reconduisait à la gare en fait pour retourner en Belgique. Et sur la route, on a vu donc il y avait forcément des voitures hein, sur une route en général. Et là, il y avait un espèce d'engin. Et pourquoi est-ce que je vais parler de ça? C'est parce que si jamais dans les commentaires, il y a des gens qui connaissent, qui ont rencontré cet engin et qui trouvent ça normal, si toi ça te dit quelque chose, ouais. c'est donc Je sais un pas, il y avait engin, quoi là? Ouais. c'était un engin blanc pointu. D'accord. Et Et c'était vers où sur Toulouse? voilà, je pourrais pas te dire. Oui, enfin, ouais, 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 ouais. Ouais, enfin, c'était le retour Faut vers, connaître. le centre. On partait de la campagne, en fait. C'était en pleine journée, hein. Enfin, en pleine journée, oui, il devait être midi, quoi. Et c'était un engin blanc. Enfin, alors bon, le pire, c'est qu'on n'a pas vu de conducteur. Euh, Ouais. C'était assez petit. On se demandait même limite comment est-ce qu'un un humain pouvait tenir là-dedans. Alors, est-ce que je sais pas, est-ce que c'était un drone à roues? Est-ce que c'est. On n'a rien compris. Alors c'est intéressant parce qu'il y a un cas dans le Gers comme ça en 54 à Lombez où justement il y a un motard qui apparaît et qui bouge pas et les témoins se demandent ce qui se passe et il y a un ovni qui apparaît après. Donc il y a un cas comme ça à Lombez avec une sorte pareille Ok. d'œuf Oui. lumineux. Oui, alors sauf qu'il n'était pas lumineux, il était blanc et il D'accord. était quand même sur la route, hein, donc il était quand même en train de rouler, enfin de voilà. Oui, rouler, il faisait. Euh, Pas de bruit non plus. Et une file immense, forcément, derrière, en fait, parce que donc c'était à l'opposé, hein, on l'a croisé. Il y avait que deux bandes, hein, donc une bande pour chaque sens. Ouais, Et il y avait donc une file forcément de voitures qui suivaient l'engin. Et on n'a pas compris. Je te dis vraiment ce que c'est. Tu sais, je sais bien que du côté des cyclistes, il y en a qui, lors de compétitions d'engins, tu sais, ils font des engins un peu farfelus, tu sais, à pédale, quoi, hein. Mais là, vraiment, ouais. non, je sais pas, j'ai pas compris. Donc, s'il y a des C'est gens qui intéressant, connaissent hein. ouais, s'il y a des gens qui connaissent un peu le truc, franchement, moi, je ressentais, on a ressenti que c'était comme un drone, mais un drone D'accord. à roues, alors que ça, j'ai encore jamais vu. Ouais, Et ouais, donc, enfin, j'ai vraiment pas compris, quoi. Bref, intéressant. ouais, oui, ça me revient maintenant en voyant justement les motards. Alors bon. Donc, on va, mon cher Mike, repartir en On 59. va au bagne. Voilà, Voilà. ici donc, Alors, on est le avec. 29 octobre 59 à Ça, Aubagne dans les rap- Bouches-du-Rhône. ça Il est rappelle un peu ce 17. que tu nous as montré au tout début, hein, avec les, Ça rappelle les Grands Blonds, on va comprendre ou les pourquoi. soldats là qui se oui, ou Oui, les les soldats soldats un français, peu, ouais. voilà. Ouais. Donc, il est 17h30. La rambarde. Donc, une dame, en fait, est en train d'étendre du linge avec ses enfants. Et ce qu'elle voit, en fait, c'est arriver d'un coup, une sorte de bateau donc, qui fend les Mhm. nuages, qui ressemble à une sorte de cigare, avec une sorte de plateforme, avec une grande verrière. Oui, Et puis, avec donc les extrémités parfaitement métalliques, acier poli, ce qu'on retrouve souvent hein, dans ces cas-là. L'Orgeb semblait quand même mesurer une douzaine de mètres de longueur ouais, et on va dire se trouvait à 15-20 mètres du témoin. Et là, elle voit donc des hommes, une vingtaine d'hommes à travers la verrière, de grande taille, en uniforme blanc, manches courtes et col d'officier, qui ressemblent un peu à des Nordiques. Ils étaient souriants, puis ils semblaient se moquer d'elle quand même.
avec des cheveux blonds, le teint pâle, le visage très très beau. Elle décrira qu'il était très très beau, du jamais vu. Et ce qui est drôle aussi, c'est que elle continue à étendre son linge. Hein. Elle est comme en hypnose. Hein. Elle regarde, mais elle étend son linge quand même. Elle est complètement peut-être sous un film, quoi. Ouais. Et en quelques secondes après, euh, l'engin en fait émet une légère vibration. Et puis, sans mouvement préalable et sans le moindre bruit, en 3 secondes, il s'en va et il laisse une traînée lumineuse, une traînée dans le ciel, on va dire. Hmm. Donc ça, c'est intéressant comme cas. Ouais. On est un peu, voilà, dans les cas un peu des sortes de nordiques, on est dans les années 50. Ces cas-là, après, n'existent plus, sauf avec les contactés, sauf que là, il ne s'agit pas de contacter, c'est juste de juger de personnes qui sont témoins. Donc ça, c'est intéressant pour ce cas-là. Et avec une mémoire, enfin super. Il y a même une rambarde hein, de sécurité, quoi. Tu vois Oui, sur et il fait l'engin. penser justement Voilà. le sous-marin volant, en fait, il fait penser au capitaine du Nautilus. Voilà, c'est un peu la croisière Samu, le capitaine. Ouais, c'est ça. Voilà, puis ils sont en tenue blanche, hein, smart, quoi. Ouais, ouais, Version smart, quoi. Il ressemblerait un peu au pilote des dirigeables, pour le coup. c'est ça. Voilà, Donc, version grand blond. et ça, encore une fois, en pleine journée, tranquille, quoi, au calme. En pleine journée, en pleine journée. Ouais, voilà. C'est fou, c'est fou. Ouais. Alors ici, tu vas nous parler par contre d'un drôle de personnage qui ressemble un peu à nos Schtroumpfs belges Oui, dans le Doubs. Donc c'est le oui, sauteré. c'est ça. Qu'est-ce Donc que c'est que ce là, nous truc? sommes le 4 juin 1970. Il- Ça se passe à Évillers, dans le Doubs, pas très loin du Saut du Doubs, pour ceux qui connaissent, qui est un Voilà, sec. exactement, oui. Donc le sauterelle est un petit lutin des Vosges. Alors, c'est drôle, c'est parce que ce mot sauterelle, pour les Vosgiens, maintenant, est connoté pour dire, ouais, c'est un fou, c'est un fada. D'ailleurs, les fadas, en Ouais, Marseille, c'est les fadettes, c'est les vrais fades. C'est maintenant, ceux qui sont un peu fous, ben, c'était des allusions à des vrais êtres mythologiques. Donc, ce petit personnage, en fait, difforme, aux pieds fourchus, doté d'une force extraordinaire, il est souvent vêtu d'une houppelande rouge et d'un bonnet noir, ou vice-versa. Il protège la nature, il arrive de soigner les vaches, d'avertir les mineurs en cas de danger, mais il peut aussi enlever les enfants des paysans. On le retrouve souvent, il est farceur hein, dans les étables abandonnées. Et donc, en 1970, dans le petit village des Evelers, 7 enfants de 9 ans à 12 ans observent 4 êtres, donc de 1 à 10 mètres de haut. ah ouais. Pardon, non, non, pas pardon, Ah, de 1 m 10 de haut, pardon. oui, oui, d'accord. 10 mètres, ça serait- Pourquoi pas? Et donc, ils sont vêtus, oui, pourquoi pas, d'un bonnet noir et d'une plante rouge barrée en Hmm. diagonale d'une ceinture noire. Voilà. Les enfants est en train de le rattraper dans la grange abandonnée, mais les lutins, en fait, ils allaient s'échapper sans que les pieds touchent terre. Et quelques jours plus tard, la grange, elle brûla inexplicablement, et souvent ça arrive qu'on les dérange dans les légendes, justement. Et on retrouve ce genre de lutin à Arc-sous-Cison, qu'on a retrouvé en 67. Et en 1967, où là, c'était des petits phonautes vêtus de noir, avec une sorte de gros ventre, un visage masqué, qui ont hanté aussi la région pendant quelques jours. Voilà, là, c'est intéressant parce que on retrouve le phénomène dont parle Jacques Valère, ils ont cherché justement Hmm. euh, dans, dans, dans ces phénomènes-là, puisqu'on retrouve les petits êtres. Alors, ce qui est intéressant dans ces êtres-là, c'est que les mimétismes, finalement, il était là déjà dans le passé, parce que les lutins souvent ressemblent au caractère local, on va dire, pardon, des Vosgiens. Les lutins vont ressembler à des lutins vosgiens, les Allemands, les kobolds allemands vont ressembler à des lutins, à des personnes allemandes. Les léprechauns en Irlande ressemblent en Oui, vert aux, aux, aux humains, on va dire, irlandais. c'est Alors ça. ça, c'est intéressant, ce mimétisme qui était déjà là présent avant, quoi. C'est pour ça que je voulais parler de ce cas qui est assez drôle, quoi, aussi.
Ok, magnifique. Bah, Voilà. écoute, merci Mike. Alors, on va passer maintenant en 1976. 76, ouais. Et donc là, on est avec quand même quelque chose de lourd, hein, c'est le cas de le dire. Oui, Là, on est... donc septembre 1976, on est à Castelfranco Veneto, Trévise, en Italie. Il est Ouais. 19h30. Là, il y a deux témoins. Un homme qui est chargé donc des télécommunications dans l'aviation italienne. Ça, c'est intéressant parce que ce qu'on voit là, ce qui est représenté, ça ressemble tout à fait à des télécommunications. On est dans le mimétisme encore. Ça, c'est pour ça que je cite ce cas-là, parce qu'il est assez drôle dans ce sens-là. Il y a une femme qui est avec lui, qui elle, par contre, elle va avoir peur, hein. Lui, par contre, il va analyser la chose vraiment, parce qu'il pensait que c'était un pylône d'abord de la base d'Istrana qui se trouve à côté, à 3 kilomètres. Et puis, il se constate qu'en fait, bah, il n'y a rien en dessous pour soutenir la lumière. Alors, il se gare, il va aller voir. Et donc, il voit cet engin donc, qui est gris foncé, de forme Mm. rectangulaire, avec des angles arrondis d'environ 6 mètres de large, 10 mètres de long et 3 mètres de hauteur. Et la partie inférieure donc, avait d'étranges protubérances d'un mètre cinquante, semblables à des antennes disposées en forme de treillis. Ben Voilà. oui. Mais avec des rapports irréguliers entre elles. Donc là, ce qui est intéressant, bien voilà, c'est qu'il y a des sortes de hublots aussi. On est encore dans. Ils voient les témoins, enfin, ils voient les êtres Oui. qui sont très très maigres en fait. Ils sont trois, un peu le visage décharné, un peu pâle, avec une tête chauve, hypertrophiée, en forme de poire. Donc là, on est un peu dans les petits gris, hein, voilà. Donc là, c'est intéressant aussi parce que on est dans l'effet dose, puisque pendant toute la durée du témoignage, enfin, de ce qu'il voit, les voitures, c'est une route fréquentée, il n'entend plus aucune voiture. Tout d'un coup, il est plongé dans le phénomène et Mhm. il n'y a plus rien autour de lui. Et quand le phénomène après commence à partir, ben, deux voitures arrivent après, justement, comme si ben, on revient dans la réalité normale, on va dire. Il y a quand même des chasseurs F-104 qui ont décollé de la base et ils ont été essayé de poursuivre l'engin, Oui. mais ils ont été bredouilles, ils sont repartis. Et il avait un ami qui travaillait, donc comme il est chargé de télécommunications, qui travaillait à la base. Et effectivement, il y avait un radar qui avait été capté, Oui. donc par rapport à l'engin. Mais des officiels sont venus lui voir de ne rien dire de ce qu'ils avaient Ah, observé. ok, d'accord. Donc bouche cousue. Bah oui, comme Voilà. d'habitude. Justement, je regardais un peu l'orthographe, c'est comment est-ce qu'on les appelait dans... Me rappelle furieusement les ennemis qu'on voit dans ce superbe dessin animé, Les Mystérieuses Cités d'Or, les Oui, Olmecs. ils ont le mec, oui. Si C'est tu as vrai. vraiment ce Ah oui, je me souvenir-là, rappelle de ça, oui, oui, bien sûr. c'est On en vraiment... avait un peu peur d'ailleurs des Olmecs, hein, Oui, 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 oui. Et oui, oui, ils nous endormaient, ils pas des endormaient omelettes, hein. les. Les, ol- les Olmecs, oui, oui, non, je mettrai peut-être une illustration Ouais. dans le montage, mais c'est vrai que ça vaut vraiment un dessin animé aussi assez intéressant, assez très, très Ah oui, documenté. oui, oui, oui. Les Et cités qu'on a d'or et eu, les mondes engloutis aussi. les Monts Engloutis aussi, parfait, et qu'on a eu exactement, qu'on a eu quand même finalement bah, la chance de découvrir C'est vrai. à un âge où on s'intéressait à tout ça. Et ce qui est très drôle, il y avait Jace et les Conquérants de la Lumière aussi, Oui, oh, avec ses magnifique, monstres plantes. Et magnifique. le bateau de Jace, il ressemble finalement au pré-steampunk, au pré-dirigeable. Assez C'est drôle, ça aussi. eh ben, c'est exactement ça. Et même dans la série japonaise Sankukai, avec aussi le bateau. Oui, 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 oui. Enfin bon, Oui. ça me donne même la chair de poule pour te dire. Je mettrai tout ça Et peut-être en Capitaine illustration. Flamme et tout. Ah oui, non, c'est incroyable. Ouais, Alors ouais. là, on est parti Le Capitaine maintenant. Flamme avec son bateau aussi, finalement, un Oui, le bateau Capitaine géant. Flamme, exactement. Oui, exactement. Ouais, ouais, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est super. Eh bien là, on finit en fait sur En le dernier 78, cas. en Voilà. Pologne. Donc là, on se trouve le 10 mai 1978 à Emilsa en Pologne. Il est un peu avant 8 heures. Et donc là, c'est un agriculteur de 71 ans qui traverse la forêt avec une charrette, Ouais, avec une jument. Et là, il voit deux individus devant lui qui marchent dans la même direction. le pauvre. Et les pieds, en fait, semblaient glisser sur la boue, exactement comme les sauterelles. Ah, ils sont pas très grands. Et puis là, euh, bon gré mal gré, bah, ils s'invitent dans la charrette. Mhm. Ils montent dedans, tous les deux. Hop, Ah voilà. ouais, Voilà, on est là, tu nous accompagnes jusqu'à l'engin. Et là, ils voient donc cet engin au fond de la clairière. Et puis, il parlait une langue incompréhensible, hein, encore une fois.
Ah oui, d'accord. Ouais, il voit une sorte d'engin qui ressemble à un petit autobus avec Mhm. des 5 mètres de longueur, 3 mètres d'épaisseur, on va dire. Et à ses quatre coins se trouvait un curieux mécanisme en spirale articulée, comparable à des vis sans fin, comme les vis d'Archimède. Et Je vois. là, on retrouve encore ces sortes d'échelles ou de Mhm. vis, etc. Et ça tournait très vite. Voilà. Et l'engin, pareil, lisse, inoxydable ou nickelé, et en même temps semi-transparent. Donc on est encore dans tous les boulons, hein, pour le coup. Et il y avait une sorte de marchepied avec un ascenseur suspendu par des câbles fixés à l'entrée de l'engin. Donc là, il l'invite à monter à bord. Donc le témoin, il rentre dans l'engin, Ah, il le fait. qu'il décrivit un peu comme une chambre rectangulaire d'1,80 m, du sol au plafond. Et donc là, ils lui font quand même une petite saignée, hein. Bon, voilà, c'est toujours présent. On lui fait peut-être un petit examen Une petite médical, hein. fitille. C'est la visite de travail. Voilà. Donc, ils font 1,40 m, ils lui font donc une petite, on va dire un petit examen, Mhm. un petit examen médical. Donc, on le met de face, de dos, voilà, on le retourne un peu dans tous les sens. Et puis, on lui offre, ils sont en train de manger des stalactites noires. Il ça a l'air très bon. Sauf que lui, bah, ça lui donne pas envie trop. Et ce qui est très drôle, c'est que cette stalactite noire, dans la mythologie justement polonaise, anciennement, ben, il s'agissait de ce que mangeaient les démons. Donc, le témoin ne savait pas de quoi il retournait, il n'avait pas on va dire, mentalement, il ne savait pas ce que ça voulait dire, mais le phénomène, lui, va dans l'ancien temps, récupère des mythologies anciennes dont le témoin ne connaît pas, exactement comme pour finalement la lignée de Cham ou les noms babyloniens des extraterrestres, entre guillemets, entités d'Adamski, tout ça. Donc là, c'est assez intéressant aussi ce cas-là, pour le côté justement, puis il y avait une odeur de soufre. On sent une odeur de soufre et Mhm. c'est tout à fait typique des légendes polonaises qu'on retrouve aussi en Roumanie avec les Yelle dont parle On vient en Roumanie d'Anne Farkas, où il y a cette même chose entre euh, le, 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 le fait des démonologies s'explique un peu Jacques Vallée aussi, hein. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un cas aussi intéressant. C'est très intéressant, ça. Oui. Ouais. Alors, il a été étudié, donc cette personne, il a quand même été voir des psychiatres, et puis l'université de Varsovie a délégué un psychologue, et l'examen a conclu qu'il était parfaitement sincère et Oui. complètement convaincu d'avoir Mhm. vécu cette aventure. Et le maire d'Émile Saint, ils lui ont érigé une sépulture quand même, par rapport à la rencontre qu'il a eue. C'est pas, il est décédé. Alors, ce qui est intéressant, je voulais revenir sur un petit point intéressant aussi, ce qu'on appelait les échanges. On Oui. retrouve dans le cas justement de Villas-Boas, euh, le cas d'Antonio Villas-Boas en 57, donc le Brésilien, où le témoin, en fait, il y rentre dans l'engin, etc. Puis il veut prendre une petite boîte triangulaire un peu. Et ils sont d'accord au début, puis après, Mhm. finalement, ils refusent. Et c'est ce que j'avais perçu et analysé aussi de ce genre de phénomène, comme les bas, ce qu'on appelle les bas aussi de l'affaire de Razalotti, où les petits êtres, comme des lutins aussi, lui prennent ses bas et en même temps ils veulent lui donner une petite boîte en cuir et finalement ils lui donnent pas. Ce que retrouve exactement dans le cas de Betty et Barney Hill, où le livre noir, il lui donne pas. Ce que faisait remarquer très justement José Bouillon dans Dark Ufologie, dans ton émission, et ça je l'avais repéré aussi, justement le fait de l'échange qui n'aboutit pas en fait véritablement. Donc ça, c'est aussi intéressant. On vous promet quelque chose, mais d'ailleurs, il y a un des cas qui disait écoutez-nous, mais ne nous croyez pas trop. Donc il y a quand même, voilà, on est là-dedans. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire là-dessus sur ce cas-là, et puis sur voilà sur ce phénomène qui est vraiment très particulier, quoi. Ouais, ouais. Ah non, c'est super intéressant. En tout cas, tout ce que tu nous as présenté est intéressant. Et donc là, tu vas quand même peut-être nous évoquer alors des quelques livres là
que tu voulais Oui, nous présenter. oui, On peut peut-être commencer par celui-ci de Eric Zurker, donc les apparitions d'humanoïdes. oui, voilà. Donc, Harry Zurchok, comme un des pionniers en France pour avoir découvert, on va dire, tout cet aspect mimétique, tout cet Oui, aspect, donc, avec Jacques Vallée. Et on retrouve beaucoup d'illustrations dont j'ai montré d'Eric Zurcher. Voilà, donc c'est vraiment un livre à avoir. Donc, c'est la oui, réédition de celui-ci que j'ai, mais qui est introuvable maintenant ou très peu, donc de 1978. Donc là, c'est la réédition actuellement. On peut l'avoir chez donc GMG Édition d'accord. et 79, pardon, le Feubre. Et là, c'est une édition récente, voilà, qui représente le cas de Valensole, hein, voilà, la vente derrière. Oui, Donc voilà, un livre à avoir. où on Et voit justement de ensuite, on nouveau peut... ces êtres qui ont l'air de sautiller dans les champs, un peu Oui. comme l'autre cas que tu as Et puis justement. ils ont un petit tube, hein, le petit tube fameux, Oui, on paralyse les gens. voilà, c'est ça, Ouais, le fameux ouais, taser de l'époque. Et donc c'est ici, ça. alors on a encore un autre livre de Eric, Voilà, mais lui aussi, voilà, très intéressant, voilà, où il y a des cas dont j'ai parlé qui ont été décrits dans le livre. Donc aussi, oui, cas des années donc 50 jusqu'aux années actuelles. Donc là oui, aussi, c'est un livre à avoir aussi d'Éric Zourche. d'accord. Alors, très intéressant. Et alors peut-être que tu Euh, veux parler voilà, là, aussi, c'est le sauterelle, une autre représentation du oui, sauterelle, donc par Éric Zourche, justement dans le aussi. décor, d'accord. Voilà. Donc Eric qui est un fin dessinateur et très très Ah oui, intéressant oui. parce que Ouais. c'est vrai que reproduire ce qui a été finalement ce qui est quelque part presque abstrait, hein, puisque les témoins, autant ils sont de bonne volonté pour détailler ce qu'ils ont vu, autant c'est quand même pas toujours facile de pouvoir reproduire Ouais. ces représentations finalement évanescentes et même parfois tellement rapides que vraiment voilà que ces témoins. Mais c'est bien la preuve que ça a marqué donc ces témoins, hein. Ouais. Donc voilà, on vient de voir effectivement ben, quand même des cas extraordinaires, hein. C'est vraiment ça. Là, tu nous as vraiment proposé bah, du lourd, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Merci. Vraiment des cas inconnus. Mhm. Surtout, ce qui est formidable, c'est non seulement les rencontres rapprochées avec plein de détails et plein de choses intéressantes à en Mhm. tirer, mais ça en ferait finalement d'autres émissions. Ça prendrait beaucoup plus de temps Mhm. pour débattre de tout. Mais très, très intéressante, un peu comme, encore une fois, comme je le dis à chaque fois, une enquête policière. Ça doit vraiment c'est quelque chose qui doit être vraiment pris en compte. Et donc aussi les fameux bah, premiers ovnis. Les fameux dirigeables finalement fantômes. Mon Dieu, ça c'est presque limite. C'est assez poétique finalement, hein. C'est assez poétique finalement. Il y a une poésie dans tout Ah bah, ça. le phénomène des dirigeables est très poétique, par Oui, contre. Il y très a un côté poétique. poétique, ouais. Oui, C'est reposant. Ça change un peu des petits gris, un peu malsains parfois. oui, c'est ça. C'est Bon, reposant parce qu'en plus de ça, et en plus, il y a, bon, c'est ce que je disais, hein, de manière ostentatoire, c'est quand même pas des véhicules qui volent rapidement, donc ils pourraient être vus, par plusieurs dizaines de personnes, voire centaines, pourquoi pas. Mais voilà, encore une fois, bah, en tout cas, grand merci Mike pour vraiment pour cette conférence très très fluide. J'espère que ça aura plu aux ben, auditeurs. merci beaucoup. Et donc là, il y a une Ouais, petite c'est moi qui te conclusion qu'on remercie. va ici entamer. Voilà, j'ai une petite conclusion, voilà, qui va dire, explique en fait ben, les formes mimétiques en fait Oui, semblent limitées, donc avec plus ou moins de vraisemblance des objets naturels ou artificiels. Donc, entre dans cette catégorie les voiliers aériens qu'on voit dans l'Antiquité, au Moyen Âge, les satellites de Vénus mentionnés au XVIIIe siècle, les dirigeables, les ballons du XIXe et XXe siècle, les aéroplanes fantômes, les années 30, les bombes scandinaves en 1946, parce qu'il y a aussi des faux wagons, des faux trains. Il y a des cas voilà, incroyables aussi dans ce cas-là. Donc, il y a des tas des faux satellites, faux avions, hmm, faux bateaux. Il y a aussi les idées d'idéoforme, qui comprend des armées célestes, donc des croix lumineuses qu'on voit au Moyen Âge, qu'on voit plus récemment aussi, certaines formes modernes comme l'objet de Socorro qui préfigure le LEM lunaire, comme le cas de Fény par exemple, où il y a une sorte c'est quelqu'un qui travaille dans l'aviation qui voit une sorte d'ovni qui est en forme d'avion oui, avec des ailes, avec un faux nez devant le nez de l'engin, il n'y en a pas, et puis c'est des lumières à la place des réacteurs.
Voilà. Et puis il y a tout ce côté œuf allongé qu'on retrouve, l'idéoforme. Et puis bon, l'habitacle transparent, les portes, les échelles, les antennes, le train d'atterrissage, les masques à gaz, les écouteurs. Donc là, c'est assez intéressant. Et puis bon, on revient sur le fait que voilà, le mimétisme avec les cultivateurs, les prélèvements de végétaux, la prospection des minéraux devant un mécanisme, devant quelqu'un qui s'occupe de Miro, un mécanicien. Il y a un cas, par exemple, de quelqu'un qui travaille dans les Mhm. trains et qui voit un faisceau lumineux qui agit exactement de la même façon dont il utilise les faisceaux lumineux, lui, dans son travail. Des joailliers qui voient une sorte d'ovni en forme de pendentif. Deux infirmières qui voient deux engins en forme de seringue. Mhm. Voilà, vraiment c'est assez drôle, quoi. Donc, cette idéoforme, donc voilà, on va dire, on est en surréalisme magique. Ouais. Alors, c'est pas Plantard, hein, mais Ben, c'est ça. on y Ouais, revient. ouais. On n'est pas loin, Mhm. finalement, d'une représentation digne des meilleurs contes Ouais. du surréalisme. D'ailleurs, euh, Courrèges, qui a écrit sur les Martiens, il venait du surréalisme, justement. Et il explique ce genre de choses-là. Donc, dans les années 50 aussi, il avait écrit là-dessus. Donc, voilà ce qu'on peut conclure là-dessus. Les formes sont toujours vraisemblables pour l'époque, mais avec toujours un côté un petit peu anachronique qui fait qu'il y a un petit point de détail qui fait qu'on se dit il y a un Ouais. problème. Sinon, le témoin ne y ferait pas attention. C'est ça. Il faut qu'il y ait un problème, il faut qu'il y ait un petit Oui. problème. Voilà. Donc, c'est ça ma conclusion, en fait. Oui, Voilà. donc finalement, ce phénomène, enfin ces phénomènes jouent sur encore une fois, le vrai, le faux. Il y a toujours cette espèce ouais, de limite de projection. On est presque dans la dissonance cognitive aussi parfois, par moment, puisque certains témoins, bah, comme cette dame qui continue à pendre son linge, alors que bon, Oui, il y en a qui attraperaient des cheveux gris ou qui tomberaient en syncope. Non, elle continue son petit travail comme si rien. parce elle est choquée, en Oui, c'est fait, je ça, pense. voilà. C'est En état de que sidération, elle comme on est dit, hein. dans Oui, un état de c'est ça. sidération. Donc, elle continue ce qu'elle a à faire comme si le phénomène n'était pas C'est là, quoi. fou. Elle observe, mais non, je peux pas accepter C'est fou. ça. C'est pas possible C'est pour fou. elle. Voilà. Bien qu'on est après 50, on est en 59 et la vague 54 est passée, mais quand même, ce qu'elle voit là, c'est pas des petits martiens, hein. Là, c'est des grands blonds. Et en plus, Elle se pose des et en questions. plus, comme tu dis, voilà, il y a ce mimétisme qui s'adapte finalement à son témoin. Alors pour qui, pourquoi, c'est Ouais. pas une question que je pose ici, mais c'est vraiment, voilà, encore une fois, quel est le but de tout Quel est ça? le but aussi, Quel est le ouais, but, voilà, quel est le but de tout ça? Est-ce que c'est comme certains pourraient dire, une expérience de psyops, hein, finalement, de psychologique sur l'être humain, ouais, voir comment est-ce qu'ils réagissent? Exactement, un petit peu comme toutes ces affaires qu'on a eues, encore une fois, ici, plus récemment, alors en 89. Alors ouais. bizarrement, des affaires, il y en a, alors de moins en moins sont reportées, ou alors en tout cas on n'en parle plus. Je pense que ça, on est tous d'accord pour le dire. Il y a plein aussi de commentaires qui allaient dans ce sens, en dessous de la vidéo de José Bouillon ou de Jocelyn Keller, où Mhm. effectivement, ben, les phénomènes ont l'air de disparaître alors qu'on a effectivement un peu plus de technologie où on peut plus les Il photographier. devient plus évanescent parce qu'il est Voilà, en miroir de la technologie voilà, actuelle qui se c'est ça dématérialise. exactement. Ouais. Donc le phénomène se dématérialise aussi. D'accord, donc il y a vraiment un effet En miroir. fait, Ok. moi je pense que c'est ça C'est le derrière. miroir d'Alice au pays des merveilles finalement un petit peu. Après, il y a aussi une autre hypothèse, c'est que, comme Javalé l'explique, c'est que ça peut être un phénomène de conscience où on produirait ce Oui, il y en a phénomène. qui disaient ça aussi dans la chercheur, ouais. On est peut-être le miroir, soit s'adapte à nous, ou alors on projette quelque chose. On pourrait créer des façons. On ne connaît pas grand-chose du cerveau humain. Est-ce que on pourrait créer aussi certaines choses? Bertrand Meeust évoque ce genre de choses aussi. Alors bien sûr, ça arrange bien certains psychologues, mais qui sait? Oui, oui, il y a de Le, quoi creuser. le, Et ce qui pourrait expliquer le notamment, miroir reflète, mais n'enseigne ce pas. qui On revient à cette maxime. voilà, exactement. Ce qui pourrait peut-être expliquer aussi notamment le fait que un témoin va voir un ovni et un autre non. Claude Burkel, peut-être que tu connais, expliquait d'ailleurs Oui. aussi qu'il pouvait éventuellement.
se montrer avec sous en s'alliant, en se mettant à la même fréquence que le témoin, par exemple. Enfin, il y a plein de Oui, choses oui. comme ça qui sont dites, qui ne sont pas encore une fois eh bien prouvées ou en tout cas, oui, établies. Et ça laisse finalement part à l'imagination. On le sait bien, c'est aussi Ah bah, de pense que toute c'est. façon, comme Michel le disait, c'est un des meilleurs représentants qui avait analysé le phénomène. Eh bien, il y a plus de questions que de Oui, réponses. Et puis, c'est ça, c'est c'est ça. le phénomène pose toujours plus de questions que de réponses quand vraiment on commence à s'y intéresser précisément. Et il y a un côté métaphysique, en fait, Oui, derrière. Il y a un côté bien plus oui, profond. important que le côté juste les Ouais, ouais, boulons, c'est quoi. ça, voilà. On est dans autre chose. On est dans autre chose. Ça agit sur une réflexion, voilà, sur pas mal de choses, hein. Ça remet en question pas mal de Oui, choses. c'est ce qu'on pourrait aussi peut-être dire qu'il y a effectivement des bugs dans cette matrice et puis dans ce monde qui n'est peut-être pas complètement finalement que matérialiste. Et il serait peut-être temps d'ailleurs que certaines personnes se disent aussi que on est dans un grand potage, une grande soupe et il y a plein de phénomènes qui peuvent apparaître du jour au lendemain comme ça, sans crier gare. Et de toute façon, maintenant, est-ce que du fait qu'il y a des gens de plus en plus qui s'y intéressent, en tout cas par Internet et en tout cas il y a aussi peut-être c'est aussi presque ça qu'on pourrait dire. On observe souvent enfin, on constate plutôt que les observations se font pas avec des ufologues ou avec des gens avertis. Tu remarques, ce sont plutôt des gens C'est qui ça, n'en ont jamais entendu parler ou qui sont même exactement. parfois, petit clin d'œil finalement, un petit pied de nez, qui apparaissent devant des personnes qui sont complètement finalement cartésiennes à tout ça, qui n'y croient pas un Ouais, instant, enfin comme s'il y avait quelque chose qui ouais, devait un peu les titiller pour qu'ils changent complètement d'orientation, non pas forcément spirituelle, mais en tout cas qui se posent d'autres questions et qui voilà. Mais donc voilà, il y a plein complètement. de choses comme ça, assez intéressantes. Et finalement, le mimétisme, oui, on retrouve ça dans le film, si je ne dis pas des bêtises, est-ce que c'est Contact avec Jodie Foster, je crois, où elle retrouve son Oui, papa à la fin, sans spoiler le film, hein, elle retrouve je crois, ouais. son Ouais. papa soi-disant défunt à la fin du film, et en fait, son papa, en fait, il nous dépeigne l'extraterrestre qui. Ça rappelle Solaris aussi de Oui, Tarkovsky, Solaris, oui. suite Tarkovsky, qui est très Ouais, intéressant au niveau justement métaphysique ouais. derrière. En tout cas, je Ouais. pense que l'ufologie a encore de beaux jours devant elle, même si effectivement bah, beaucoup d'acteurs, bah, par vieillesse, disparaissent, nous quittent. Et, euh, Et et la oui, relève, elle est quand malheureusement. même relativement maigre à ce niveau-là. Chez les jeunes, bah, on en a justement ici un témoin, messieurs, dames, Mike, qui s'intéresse à tout ça et Merci. qui, bah écoute, je crois que tu fais partie voilà, de ce décor-là. Et donc voilà, vraiment encore merci à toi pour ta C'est patience. moi qui te remercie de Eh l'invitation. ben, écoute, merci beaucoup. J'espère que ça a plu à nos auditeurs. Alors, quelle est ton actualité, mon cher Mike? Est-ce que tu nous concoctes encore des émissions éventuellement sur ta chaîne ou des articles Oui, il y a toujours des choses qui peuvent arriver, des Oui, interviews à venir. oui, Il y a aussi beaucoup de déplacements sur le terrain. Il y a un petit côté surréaliste hein, dans les recherches aussi. J'aime bien aller sur le terrain et puis voir des endroits un peu d'accord, mystérieux, ou des oui. endroits un peu à part. Il n'y a pas que des Non, interviews, il y a aussi d'autres bien choses à sûr. voir. Il y a de Voilà. quoi Il y a faire. Il y a de aussi, quoi faire. Et en tout voilà. cas, avec Eric, eh bien, je vous souhaite aussi bah, l'élaboration de ce livre, justement. Ben oui, c'est ça, Voilà, très ce bien. Ouais. serait, ce Ouais, serait c'est vraiment bon. bien. Sur la vague de Voilà, 1897. ben, vous serez les Voilà. bienvenus pour en venir parler si vous le désirez. Avec plaisir, ouais. Ouais. Écoute, ça me ferait Plaisir. vraiment plaisir Ouais. aussi. Et en tout cas, ben, on souhaite, je pense, mon cher Mike, aux auditeurs, Et encore une fois, merci. un très joyeux Noël, une très bonne soirée, un très bon week-end. Finalement, peu importe la religion dans laquelle ils sont ou non. Et donc, on vous fait des gros, gros, gros bisous. Déjà, encore une fois, une bonne fin d'année, presque, on peut dire presque déjà une bonne année 2024. Mais on y reviendra, on a le temps. Et donc voilà, Mike, encore une fois, grand merci à toi. Bien, merci Et Alexis, avec plaisir. Et salutations à tous tes téléspectateurs, on va dire, oui, qui oui. regardent. Voilà. Voilà, exactement. Bah, Salutations. écoute, merci beaucoup, Mike, et Merci à à tout toi. bientôt.
Chers auditeurs, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à faire des dons sur la chaîne si vous voulez que cette chaîne continue. Et on se retrouve à tout bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.